Voilà, voilà, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue au Festival des Libertés. Je vois certaines personnes qui sont là depuis, qui ont suivi plusieurs débats, d'autres non. Donc je rappelle quand même que le Festival des Libertés, c'est un festival à la fois culturel et politique, ce qui fait un petit peu sa marque de fabrique. Et donc à travers différents modes d'expression, le théâtre, les concerts, le débat, on essaye un petit peu de faire un tour d'horizon de cette société, des enjeux. Et cette année, le thème du festival est celui du pouvoir. Je vous expliquerai dans 2 minutes en quoi le débat de ce soir est hyper important au niveau de cette thématique-là. Alors je suis particulièrement très heureuse et très fière d'être entourée d'un trio de choc, de 3 femmes. On ne pourra plus nous dire que voilà, qu'il y a trop d'hommes dans le panel. Donc c'est une grande fierté pour moi. En plus, c'est des choix tout à fait évidents. Donc, c'était même pas il faut une femme ou 2 ou un homme. C'était elles que nous avons choisies directement. Ce sont 3 battantes, 3 femmes battantes qui ne cessent de penser leur pratique, de s'engager aussi fermement et d'analyser la société pour plus de justice sociale. C'est un petit peu ce qui les réunit toutes les 3. Alors, le thème de la justice est un sujet casse-gueule parce qu'il est très large. Et c'est évident qu'on n'arrivera pas ce soir à en évoquer tous les ressorts. Nous avons fait des choix quant aux portes d'entrée qu'on va mobiliser ce soir, parce que je sais que maintenant d'expérience, que chacun vient un petit peu avec ses attentes et ses propres analyses. Mais donc, voilà, on va demander d'un petit peu respecter ces portes d'entrée, parce que sinon on peut rester ici une semaine tous ensemble. Alors il y a évidemment un moment d'échange avec vous qui est prévu pour approfondir l'une ou l'autre question, ou même pour d'autres questionnements. Mais je voudrais juste revenir avec le sujet principal pour qu'on soit d'accord sur la base, que je vais décrire comme ceci. C'est comment et en quoi la justice est à la fois un niveau de pouvoir qui garantit nos droits fondamentaux, mais c'est aussi un lieu qui participe au pouvoir. Et donc c'est aussi un lieu qui est susceptible de reproduire des inégalités. Et c'est aussi un lieu qui est susceptible d'être mis à mal par les autres niveaux de pouvoir. On en parlera, c'est la question de la séparation des pouvoirs, et par le contexte plus général socio-économique, voire même lié à des enjeux de mondialisation. Donc voilà, c'est un sujet qui nous a paru incontournable dans un festival qui traite de la question du pouvoir, parce que c'est une institution, l'institution judiciaire est à la fois un des piliers du pouvoir, mais aussi dans une configuration de séparation des pouvoirs, c'est aussi un lieu de contre-pouvoir. Donc on est vraiment dans cette dialectique-là. Alors c'est une soirée qu'on fait en partenariat avec l'agence Alter et le Genepi Belgique. Et en fait, l'agence Alter a un projet très particulier, assez intéressant, qui s'appelle Brux Citizen. Et pendant toute la journée, en fait, on a travaillé avec des écoles bruxelloises autour de cette question de justice. Et je vais demander donc à Shaima, je crois, de venir en parler. Et cette soirée aussi, je suis assez contente de vous annoncer qu'elle sera ponctuée de joutes verbales. Des joutes verbales que Shaima va aussi nous expliquer le concept. Enfin non, ça sera Bruno qui va le faire. Donc Shaima, tu peux aller derrière le micro là et expliquer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui et on va essayer de faire un lien avec ce soir. Bonsoir tout le monde. Donc, comme Juliette l'a dit, c'est Shaima de l'agence Alter. Et donc l'agence Alter, en petite phrase, c'est une agence de presse et d'information sociale qui, donc, à travers ses publications, elle œuvre pour lutter contre les maintiens des droits sociaux. Et donc, depuis déjà 5 ans, on organise le projet Brux Citizen. Et Brux Citizen, concrètement, c'est essayer de mener une série d'ateliers et de débats autour d'une thématique qui concerne et qui intéresse les jeunes. Donc d'une année à une autre, la thématique change. Et cette année, c'était la question de la justice qu'on a décidé de travailler avec eux. Donc on a démarré en septembre avec 5 classes de différentes écoles bruxelloises. Et donc cet après-midi, on a eu vraiment une après-midi très chargée, très intense,
On a organisé une série de tables rondes autour principalement de la question de la discrimination et l'accès à la justice, la question des justices des mineurs, la question de l'obéissance et désobéissance civile, et aussi la question des alternatives à la peine de prison. Et donc, pour alimenter un peu le débat et les tables rondes, on avait une série d'intervenants, dont Damien Van der Merch, Christian Panier, Martine Cassin et Dominique Defrane. Et donc, les jeunes ont travaillé toute l'après-midi et c'était super intéressant pour eux et pour nous. Et il y a eu pas mal de réflexions et l'idée, c'est que les différents intervenants invitaient les jeunes à agir et à s'investir sur cette question, puisque voilà, c'est une question qui est assez complexe. Et donc, j'aurais peut-être une petite information. Donc, comme Juliette l'a dit, donc, les débats seront ponctués par des joutes verbales. Et donc, c'est des jeunes, des ambassadeurs d'expression citoyenne qui vont venir à 3 moments jouter sur les thématiques qu'on aurait vues cet après-midi. Et la finalité du projet, c'est que ces différents jeunes des différentes écoles vont participer à une joute verbale où ils vont devoir shooter sur ces thématiques. Mais la finale se passe donc le 30 novembre à la salle Lumen. Donc si ça vous intéresse, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et donc là, je vais laisser la parole à Bruno qui va un peu vous expliquer ce qu'ils font dans leur association. Voilà, bonjour, je m'appelle Bruno Derbet. Je fais partie donc d'une association qui s'appelle les Ambassadeurs d'expression citoyenne. Et dans notre association, on travaille avec essentiellement des jeunes qui sont issus de projets citoyens. Shaima a parlé des joutes verbales, on va organiser des cycles de joutes verbales. On va aussi organiser de la participation de certains délégués dans les écoles ou du travail de la communication non violente auprès des jeunes. La particularité de notre démarche, c'est que les jeunes qui ont vécu des projets de ce genre-là ont envie de continuer. Ils ont éventuellement participé à Bruce Citizen avec l'agence Alter, et puis certains d'entre eux vont dire « mais en fait, moi j'aime bien débattre, j'aime bien prendre la parole », ou d'autres vont dire « mais moi j'aime bien être délégué, ou j'aime bien trouver des solutions non violentes à mes problèmes ». Et ces jeunes qui ont envie de continuer dans notre association, eh bien, on les encadre pour qu'ils transmettent à d'autres jeunes leur envie de continuer. C'est pour ça qu'on les appelle les ambassadeurs. Et donc, parmi plein de choses, les ambassadeurs organisent des joutes verbales. Les joutes verbales, c'est quoi ? Ce sont des matchs d'arguments. On définit une thématique. Aujourd'hui, c'est la question générale de la justice, et puis des questions plus spécifiques. On définit des équipes. Les équipes sont tirées au sort. Et donc, certains vont devoir répondre oui à une question et d'autres non. Ils ne défendent pas leur avis. Le but de la démarche, c'est d'apprendre à se mettre dans les baskets de celui qui doit défendre le oui ou dans les chaussures de celui qui doit défendre le non. C'est aussi d'anticiper les arguments de l'autre. Et c'est enfin de pouvoir tout dire puisqu'on ne défend pas sa propre position. Donc par rapport à la question des libertés, c'est une technique qui permet une certaine libération de la parole. Alors on n'aura pas l'occasion de vous faire une joute comme le 30 novembre avec 5 élèves de plein d'écoles mélangées qui affrontent 5 élèves de plein d'écoles mélangées de l'autre côté sur des thématiques successives. Si vous avez envie de voir ce que c'est une joute par équipe, on vous invite à venir le 30 novembre. En avant-goût, entre chacun des débats, eh bien, 2 de nos ambassadrices, Vasti et Sarah, vous ont préparé chaque fois un échange d'arguments. C'est donc véritablement un avant-goût qui vous montre un petit peu c'est quoi ce jeu de la joute verbale et en quoi ça peut être éventuellement amusant pour vous, vos enfants ou d'autres personnes. Alors, je vais inviter Vasti et Sarah à venir à côté de moi. De part et d'autre, sachant que pour avoir une bonne joute, il faut une bonne équipe ou un bon jouteur pour, une bonne équipe ou une bonne jouteuse contre, un bon jury. Je n'aurai pas le temps de vous montrer ce que c'est le jury, mais c'est très important dans une joute. Et puis évidemment, vous, un bon public qui accepte et salue les arguments, quels qu'ils soient. La première joute qu'on vous propose, ce sera un peu frustrant pour elle et pour vous, un seul argument par personne, c'est sommes-nous tous égaux face à la justice ? Et donc c'est en préambule du premier débat. Sommes-nous tous égaux face à la justice ? Et un petit élément d'égalité justement, elles sont toutes les deux à égalité dans le sens où elles ont reçu le sujet très tard.
Et donc, vous devez savoir qu'on n'est pas face à quelque chose qui a été préparé longuement. Au contraire, elles ont été mises toutes les deux devant une situation. Eh bien, vous avez quelques heures pour préparer trois petites joutes. Et donc, sommes-nous tous égaux face à la justice? C'est toujours les pour qui commencent. Et donc, dans ce cas-ci, le pour, c'est Sarah, je crois. Non, c'est Bastille. Eh bien, excusez-moi. On te laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Bastille Miguel, je suis étudiante et je défends donc le pour, car selon moi, oui, nous sommes tous égaux face à la justice. En effet, nous sommes tous égaux face à une même justice, relativement à la traîne, qui prend un temps fou pour traiter nos plaintes. C'est le cas pour tout le monde, il me semble. Et de façon plus globale, une justice qui a un peu du mal à se mettre à jour face aux nouveaux défis du monde qui change. Je prendrai un exemple du monde du numérique, par exemple, où c'est très, très, très difficile, ou du moins de voir dans quelle mesure est-ce que la justice ou le monde de la justice arrive à réglementer les règles en rapport avec le monde d'Internet, par exemple. En bref, je ne vais pas aller très loin dans tout ce débat, mais juste pour vous dire qu'on est tous égaux devant cette justice qui a du mal, cette justice qui traîne, cette justice qui rame, et bien qu'il y ait des inégalités, je suis d'accord, entre les individus et donc dans leur traitement face à cette même justice, eh bien, on est tous soumis à cette justice à la traîne. Et ça, on ne peut pas nous dire le contraire. Merci Bastille pour ton intervention. J'aimerais beaucoup te croire dans ton affirmation qu'on est tous égaux devant cette justice médiocre et plutôt à la traîne. Mais les faits sont que même devant ces imperfections, certains sont moins égaux que d'autres. Pour préparer ce petit débat, j'ai eu l'occasion de fouiller quelques sites juridiques, de tomber sur des termes assez coquets comme prud'homme ou être dessaisi par un juge ou encore avocat pro deo. Et j'ai la chance d'avoir une éducation universitaire, d'être plutôt habituée à ce genre de textes opaques. J'ai la chance d'avoir le français pour langue maternelle. Et cette chance, malheureusement, tout le monde ne la partage pas. Alors comment faire valoir ses droits quand on n'est même pas en mesure d'avoir les outils pour naviguer à travers toute cette bureaucratie juridique? Évidemment, idéalement, la justice serait impartiale. On serait tous égaux devant elle. Mais la justice, comme tous les autres domaines, il me semble actuellement, souffre simplement des contraintes budgétaires. On peut demander à un avocat de traiter 10 cas par jour et d'exceller, d'être un maximum neutre et bienveillant. Mais peut-on lui demander le même travail pour 20 cas, ou 30 cas, ou 40 cas par jour? Je ne crois pas. Et comme toujours, quand il y a des contraintes budgétaires, ceux qui souffrent le plus, ce sont les pauvres. Comme j'ai lu Justice de pauvres, pauvre justice. Avant, il y a quelque temps, un avocat gratuit était mis à disposition de ceux qui avaient un revenu particulièrement faible. Aujourd'hui, même cet avocat, il faut le payer. Alors 20 € pour le voir et puis 30 € par étape juridique, si j'ai bien compris. Et quand je lis ça, pour moi, le message est clair. Oui, on essaye de rendre la justice la plus impartiale possible, mais si vous êtes pauvre et que vous devez faire un recours, dans la mesure du possible, abstenez-vous. Je pense qu'on n'aurait pas pu attendre une meilleure introduction du débat. C'est vraiment parfait par rapport au sujet, parce qu'effectivement, je vais commencer on va commencer par un tour de table avec les intervenants. Et je vais commencer par Olivia Venet. Et justement, ce que j'allais lui dire, c'est que cette dame justice est une drôle de créature, effectivement, puisque elle nous paraît à la fois la traîne, comme tu viens de le dire, puisqu'elle veille au respect d'une norme qui est toujours en retard sur l'évolution sociale. Et en même temps, dans un contexte de détérioration des droits sociaux et démocratiques, elle semble aussi
être un dernier rempart contre l'oppression et contre les dérives sécuritaires. Donc, la question que j'ai posée à Olivia, c'est de quelle manière ces droits fondamentaux, ces droits démocratiques sont à la fois protégés et piétinés par l'institution judiciaire. Voilà, toi qui es avocate, Olivia, qui a longtemps présidé la commission de justice de la Ligue des droits de l'homme, qui est maintenant, j'en suis très heureuse, la présidente de bientôt la Ligue des droits humains et plus la Ligue des droits de l'homme. Un grand combat, Marie-Sophie a bien œuvré là-dessus. Je voulais un peu avoir ton analyse là-dessus, mais peut-être avant, pour qu'on soit tous sur le même diapason, je voudrais quand même que tu nous aides brièvement à définir ce que c'est en gros l'institution judiciaire. Merci beaucoup Juliette. Merci pour cette joute verbale, c'était très sympathique, c'était vraiment une belle introduction. C'est un sujet important et difficile qui a été choisi ce soir, et un sujet très large. Et je trouve que toujours quand on discute de sujets difficiles et peut-être aussi vastes et aussi compliqués et aussi opaques, c'est peut-être bien de s'en remettre à la base et aux fondamentaux. Et j'avais envie de partir de là d'abord. Et la première chose dont j'avais envie de parler, c'était de la séparation des pouvoirs. Alors ça remonte loin, c'est des principes assez anciens, mais ça reste très fort d'actualité aujourd'hui. Ça a été développé par un grand penseur, Montesquieu, qui a dit... Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, et c'est la protection contre l'arbitraire. Et en fait, on peut comprendre ça assez facilement, c'est que si tous les pouvoirs sont dans une même main, on va vite voir que la personne qui a ça dans les mains, elle va pouvoir en abuser. Et donc, on va essayer de répartir les pouvoirs de manière à ce que chacun des pouvoirs arrête l'autre. Et comment est-ce qu'on organise ça aujourd'hui dans nos démocraties? C'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Alors, le pouvoir législatif est supposé édicter les lois. Le pouvoir exécutif est supposé les exécuter et le pouvoir judiciaire est supposé interpréter les lois et contrôler la manière dont ces lois sont mises en œuvre et permettre aux citoyens, lorsqu'il n'est pas content, d'aller porter sa voix devant un juge indépendant et impartial. Et donc ça, c'est fondamental, c'est que ces trois pouvoirs doivent être séparés et ne doivent pas être dépendants les uns des autres. Alors, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Et c'est malheureusement une tendance lourde qu'on observe depuis longtemps. La première chose, c'est un affaiblissement très fort du pouvoir législatif. Donc, le pouvoir législatif, c'est le Parlement. Le Parlement, en principe, édicte les lois, donc rédige, écrit les textes de loi pour dire comment les choses doivent être faites. Et aujourd'hui, je pense que vous le savez, et en tout cas vous pouvez le constater, les lois ne sont en fait plus vraiment rédigées au Parlement. Elles sont rédigées dans les cabinets ministériels, discutées en Conseil des ministres, et apporté par le cabinet ministériel au niveau du pouvoir législatif, ou les cabinets ministériels. Alors, il y a encore des discussions qui se font au niveau du Parlement, mais le texte, il a été négocié au niveau des ministres. Et les ministres, c'est le pouvoir exécutif. Donc, il y a déjà ici un pouvoir législatif qui a été, et ça date vraiment pas d'hier, c'est une tendance lourde depuis longtemps, un peu vidé de sa substance. On lui amène des projets et il doit jouer le rôle, disons, un peu de... je ne vais pas dire tampon, mais enfin, les grandes lignes sont déjà données. Il y a un accord de gouvernement, comme on dit, et donc il faut aller par là. On voit bien d'ailleurs que c'est le ministre de la Justice, Koen Geens, qui porte les réformes, alors que, a priori, ça devrait, dans le système, être le Parlement. Alors, et je trouve pour moi, mais peut-être que Manuela en parlera certainement aussi, plus récemment, il y a un affaiblissement du pouvoir judiciaire aussi, et on sent qu'il y a une volonté du pouvoir exécutif d'affaiblir le pouvoir judiciaire. Et évidemment, quand on a déjà affaibli le pouvoir législatif et puis qu'on affaiblit le pouvoir judiciaire, on se retrouve avec un pouvoir exécutif qui a de plus en plus de pouvoir. Et c'est au détriment de tous les citoyens et de la démocratie aussi, puisque ces pouvoirs se rassemblent en une seule main et qu'on voit bien que quand les pouvoirs se rassemblent en une seule main, on peut commencer à en abuser. Alors, et je vais dire un mot de la Ligue des droits de l'homme maintenant. Dans une démocratie, il y a évidemment d'autres pouvoirs aussi, le pouvoir des médias, la liberté de la presse, le pouvoir de la société civile de pouvoir s'exprimer. Mais les conséquences de l'affaiblissement de la justice et du fait de considérer aujourd'hui la justice non plus vraiment comme un pouvoir, mais comme une machine qui doit un peu fonctionner. Moi, je suis très choquée quand j'entends qu'on met des contraintes budgétaires à la justice en disant « vous devez rendre suffisamment de jugements, vous devez être plus efficace, il faut faire des rapports qualitatifs comme si c'était une entreprise ». Non, la justice est un pouvoir et doit garder toute son indépendance. Et donc la conséquence de cet affaiblissement, c'est qu'on devient de moins en moins égaux devant la justice. Et j'ai bien aimé ce qui a été dit dans la première joute, c'est que, oui,
pas le temps, une justice tellement lente et qui traîne. Oui, c'est ce qu'on appelle l'arriéré judiciaire. On a déjà été condamné à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour ça. Il y a effectivement un arriéré judiciaire extrêmement important et donc une grande frustration dans les citoyens qui portent une affaire et qui veulent entendre leur voix, veulent venir défendre leurs droits, et ça ne va pas se passer avant des mois, voire des années. Le temps judiciaire est extrêmement long. C'est la première chose qu'on doit dire à nos clients en tant qu'avocats, c'est leur dire, voilà, il va falloir être patient, quoi. Il va falloir être patient, il va falloir attendre très 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 longtemps. Donc effectivement, une justice qui traîne. Alors une justice qui peut être parfois en décalage avec les normes, c'est vrai, avec les normes d'aujourd'hui, avec le contexte actuel, c'est vrai aussi, mais ça tient peut-être plus au fait que c'est une institution conservatrice par nature, et donc c'est normal qu'elle ait toujours un peu de retard. Mais le fait qu'elle traîne et qu'elle soit un peu en retard, c'est évidemment parce qu'il y a un manque drastique de moyens qui ne sont pas donnés à la justice. On ne lui donne concrètement pas les moyens de faire son travail. Aujourd'hui, il y a des lecteurs de cartes d'identité dans les salles d'audience. Il n'y en avait pas il y a 5 ans. Des lecteurs de cartes d'identité, mais de quoi parle-t-on? Les gens devaient venir, on disait, mais au fait, on ne sait pas lire votre carte d'identité électronique, vous êtes domicilié où? On ne sait pas fournir des cartes d'identité électroniques aux magistrats. Voilà, moi, ça me surprend. J'ai une audience complète avec 3 magistrats à la cour d'appel qui a été remise parce que les ordinateurs ne fonctionnaient plus et que, voilà, sans l'ordinateur, on n'allait pas pouvoir le faire, on n'allait pas pouvoir faire les PV d'audience et qu'il n'y avait pas d'autres ordinateurs et que le système était trop vieux et qu'ils sont encore probablement en Windows 95 ou encore un autre programme un peu. Et vous imaginez, alors c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on ne donne pas de budget, mais ce que ça coûte, 3 magistrats, les avocats, les justiciables, tout ça, en fait, finalement, ça coûte plus cher que de... tout ce dysfonctionnement est au préjudice des citoyens et coûte finalement plus cher. Et donc ça m'amène, parce qu'on nous a dit de faire une petite introduction assez courte, donc je ne vais pas faire trop long, mais ça m'amène à ce problème d'accessibilité et ce dont on parlait dans la réplique, qui était très très chouette aussi, ce problème d'accessibilité à la justice. Donc comment avoir accès? Il y a déjà une forme de vocabulaire, un décorum, des codes et tout ça. La justice n'est pas forcément accessible de prime abord. Mais il y a aussi évidemment cet aspect financier. Et ça devient de plus en plus compliqué et de plus en plus difficile. Et plus on est pauvre, plus c'est difficile. Mais je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Alors il y a ce qu'on appelle, donc le prodéo, en principe ça n'existe plus, c'est l'aide juridique. C'est le droit à avoir un avocat gratuit quand on a effectivement des niveaux de salaire très bas. On a en principe droit à un avocat gratuit. La loi a prévu qu'il devait payer 20 € pour la consultation plus 30 € par procédure. La Ligue des droits de l'homme a introduit un recours contre cette loi et donc ça a été annulé par la Cour constitutionnelle récemment, donc ça ne doit plus être payé. Et donc cette personne va avoir un avocat gratuit, a priori, qui va pouvoir l'assister, ok, avec son problème. Il va encore falloir obtenir éventuellement, parce qu'un avocat ça ne va pas suffire, de ne pas devoir payer les droits de grève, d'avoir éventuellement un huissier gratuitement, donc il va falloir introduire des nouvelles requêtes, en assistance judiciaire cette fois, pour obtenir éventuellement un expert, donc on n'est pas encore au bout du compte. Mais alors en plus, les niveaux de salaire auxquels l'aide juridique est reconnue sont extrêmement bas. Et ce qui est vraiment catastrophique, parce que c'est les gens qui sont juste au-dessus. C'est les gens qui ont 50 € de trop et qui vont devoir payer un avocat plein pot. Et un avocat, ça coûte cher. Alors, ce sont des indépendants, et donc je le sais, c'est mon quotidien, c'est-à-dire que voilà, leurs revenus sont taxés, sont imposés, ils ont des charges, ils n'ont pas le chômage, etc. Et donc, même si vous ne demandez pas cher, ça coûte beaucoup trop cher pour les gens. Et donc, ça renforce encore les inégalités. Je pense que c'est un des problèmes, c'est les seuils d'accessibilité, parce qu'on est maintenant je pense que c'est des niveaux avec les enfants à charge, ça augmente peut-être, mais on doit être on est dans les 900 000 € pour les personnes isolées. Donc vous imaginez, vous gagnez 1 050 €, il va falloir sortir 500 €, 750. Ce n'est pas grand-chose pour une procédure. Vous imaginez ce que ça représente. En plus, les réformes actuelles qui ont été introduites, et ça c'est assez incroyable parce que c'est un constat qu'on fait qu'il y a de moins en moins de possibilités pour les citoyens d'avoir accès à la justice et donc, à mon sens, une perte de confiance dans l'institution. Eh bien, les réformes récentes, elles ont encore renforcé cette inégalité. Les frais honoraires d'avocat sont soumis à la TVA, 21% de plus sur tout ce que vous demandez. 21%, si vous n'êtes pas une société commerciale qui peut récupérer, c'est 21% plus cher. Ou alors c'est 21% de moins pour l'avocat, voilà. Augmentation des droits de greffe, donc
toutes les procédures qui sont introduites, c'est augmenté. Alors, c'est passé de 80 à 120, de 120 à 150, de 250 à 500. Enfin, c'est pas des sommes monumentales, mais enfin, c'est des sommes importantes. Et ça vient de passer. Je viens de le découvrir il n'y a pas longtemps. Et ça m'a frappée, parce que je trouve que c'est symptomatique d'une distanciation entre l'institution justice et le justiciable. Récemment, on a augmenté les niveaux auxquels les juges de paix sont compétents. Ils sont compétents jusqu'à 5 000 €, donc c'était 2 200, je pense un peu plus de 2 000, c'est passé à 5 000 €. La justice de paix, c'est le niveau le plus proche du citoyen. Ils sont déjà surengorgés, donc ils vont avoir encore plus d'affaires. Mais en plus, on vient de décider que toutes les affaires qui concernent moins de 2 500 €, pas de droit d'appel. Donc si vous avez une procédure, vous devez récupérer moins de 2 500 €, que vous n'obtenez pas gain de cause, eh bien tant pis pour vous, vous n'irez pas vous plaindre en appel. Ce qui veut dire, c'est l'adage latin, de minimis praetor non curat, des petites choses, le juge ne se préoccupe pas. C'est un adage qui existe vraiment, hein, c'est un peu déprimant, mais ça existe vraiment. Et donc 2 500 € pour le législateur aujourd'hui, c'est une petite chose. Et je me dis, mais mon Dieu, comment cet écart, ce tel écart a-t-il pu se créer qu'aujourd'hui on considère que dans la vie des citoyens, 2 500 €, c'est une petite chose. Je pense que pour la majorité des citoyens, 2 500 €, ce n'est pas une petite chose dans la vie. Et donc, toutes ces réformes, et je finirai par une touche positive, je vous promets, mais je vais d'abord dire encore une petite chose négative, et puis après je dirai quand même une chose positive. Toutes ces réformes sont donc des réformes qui, pour nous, ne vont pas dans un meilleur sens, et ne vont pas, nous je parle de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi de ce que je constate en tant qu'avocate, ne vont pas dans le bon sens et vont de plus en plus vers une forme d'écart entre la justice et les citoyens. Et on constate la même chose, je pense, en matière de politique carcérale. Alors je vais dire ça très rapidement, mais c'est une politique qui est de plus en plus répressive. On vous en a certainement parlé cet après-midi, j'ai entendu les mots, hein, avec les alternatives aux peines de prison. Ben, il y a tout un énorme projet de loi, je suis certaine que Damien Van der Mage vous en a parlé assez longuement, qui était en cours. Et finalement, on veut remettre la peine de prison au centre des choses. Et on a une politique répressive qui ne va pas aller vers ceux qui ont le plus de moyens. On constate par exemple qu'on va plus poursuivre la fraude sociale que la fraude fiscale aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que c'est vraiment là qu'on doit aller mettre nos énergies? Nous ne le pensons pas. Alors, j'avais dit que je finirais par une touche un peu plus positive, et je crois que je suis restée à peu près dans le timing. C'est qu'on a, au niveau de la Ligue, une des choses qu'on fait, alors on essaie de donner notre avis quand les projets de loi sont adoptés, on est régulièrement entendu au Parlement, mais surtout on va introduire des recours. Et c'est à la fois rassurant et inquiétant, mais on a introduit beaucoup de recours sur les dernières années. Marie-Sophie, qui était dans le conseil d'administration jusque très récement de la Ligue, qui est celle qui a porté le changement de nom de la Ligue pendant des années, le sait, on a porté de nombreux recours. Et on ne gagnait pas toujours, parfois on perdait, parfois on gagnait, mais récemment, on a beaucoup gagné. On a gagné tous les derniers recours qu'on a faits. Alors c'est rassurant parce que ça veut dire qu'il y a des juridictions, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État, qui sont prêts à nous entendre et à nous permettre de jouer notre rôle d'acteur et de gardien des droits fondamentaux. Mais c'est inquiétant parce que ça veut dire que les projets qui sont adoptés de l'autre côté posent de plus en plus de problèmes, évidemment, et que cette réaction... Alors heureusement, il y a un fonctionnement de l'état de droit où on est entendu, mais le fait de devoir porter autant de recours, c'est aussi compliqué, et ça n'est pas normal non plus. Les projets devraient aller dans le sens d'une meilleure protection des droits fondamentaux, et ce n'est pas dans ce sens-là qu'ils vont. Voilà, je pense que j'ai donné un petit tour de Merci raison, pour une première intervention. J'espère qu'on pourra ensemble un petit peu développer cette histoire de justice de classe parce qu'elle me semble vraiment primordiale. Tu l'as brièvement évoqué. Donc il y a le problème de l'accès à la justice et des moyens, mais il y a aussi fondamentalement quelque chose au niveau de la discrimination. Les jouteuses en ont parlé. Et c'est vrai que souvent, on fait des ateliers ici à Bruxelles Laïque en prison, et souvent, on nous renvoie le fait que les juges et le pouvoir législatif, ceux qui font les lois, etc., font partie des élites, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, parce que c'est un entre-soi qui fait que, comme tu disais, par exemple, ils ne se rendaient pas compte à quel point c'était cher pour les plus démunis. Il y a un fossé quand même extravagant, presque, entre
les personnes qui font les lois et ceux qui jugent et la population qui se fait juger. Et ça, c'est quand même quelque chose qui peut amener à des désastres sociaux, quoi. Mais évidemment, nous, on trouve toujours les bonnes personnes, que ce soit en prison, il y a toujours des directeurs très progressistes. Maintenant, nous avons avec nous une juge très progressiste, qui a même écrit cet ouvrage très récemment qui s'appelle « Radicaliser la justice ». Je crois que ce n'est pas anodin, son titre. Projet pour la démocratie. C'est un peu provocateur et c'est ça qu'on aime bien. Donc Manuela Cadelli, tu es juge et présidente depuis 2013 de l'Association syndicale des magistrats. Donc on va un petit peu lui demander sa vision du juge dans la démocratie. Mais je pense que c'est important aussi que tu expliques très brièvement c'est quoi cette Association syndicale des magistrats, parce que ça ne semble pas très commun comme appellation. Merci Juliette. Je crois que je voudrais rebondir sur les joutes. Il faut toujours distinguer le point de vue descriptif du point de vue normatif. Alors, il est clair sur un plan descriptif, la justice belge est à la fois déclassée, dans le même temps qu'elle est vraiment une justice de classe. Et quand on parle de justice à deux vitesses, en réalité, c'est bien comme ça que les choses se vivent, et du côté des professionnels, et du côté des justiciables, et d'ailleurs aussi du côté du barreau, parce qu'il y a maintenant plusieurs barreaux, il faut bien le dire, des barreaux à deux vitesses aussi. Et quand la justice est à deux vitesses, il n'y a pas de justice. Donc ça, c'est le descriptif. Et puis moi, je viens avec le normatif, en tout cas l'utopie et le progressisme, qui n'est pas encore dans le normatif. Mais pour entamer le normatif et pour entamer le réel, je pense que le débat public s'est privé depuis quelques années du point de vue utopiste. On s'excuse maintenant quand on parle des idéaux, des fondamentaux, quand on parle des droits de l'homme, quand on parle de l'humanisme. Si vous parlez d'humanisme, il y a des gens qui vous rient au nez. Vous n'êtes pas suffisamment pragmatique, vous n'êtes pas du nouveau monde. Et donc, il faut se réapproprier les fondamentaux et les revendiquer sans crainte, sans scrupule, sans vergogne. Et tenir bon et tenir tête à ceux qui s'en moquent ou qui disqualifient cette tendance-là qui est un peu en perte de vitesse, il faut le dire, dans le réel et du côté de nos gouvernants. Alors l'ASM, l'Association syndicale des magistrats, a été créée en 1979, donc on fête les 40 ans l'année prochaine. À cette occasion, d'ailleurs, on va organiser un grand colloque qui s'appellera « Les juges contre les peuples », puisqu'on est en plein dans le retour de cette ancienne qui parle du gouvernement des juges, puisque dès qu'une décision intervient en matière de migrants et qu'elle est progressiste, vous avez des éditorialistes pour dire qu'en fait les juges sont contre le peuple quand ils sont pour les migrants ou pour telle ou telle catégorie de la population qui est fragilisée et qu'ils se mettent à protéger. Et donc l'association syndicale des magistrats aura 40 ans en 2019 et elle plaide depuis 40 ans pour la réintégration sociale de la justice, son incarnation. J'ai utilisé un terme un peu provocateur par radicalisation. Qu'est-ce que c'est la radicalisation ? Il faut se référer à l'étymologie. C'est de s'appuyer sur ses fondamentaux pour en revendiquer l'actualité et en revendiquer l'approfondissement pour faire face aux défis du moment. Et donc, la justice est, selon nous, véritablement l'acteur du moment, qui devrait être l'acteur du moment. Je vais parler au présent, mais vous comprendrez que je ne parle pas du réel, je parle de ce qu'il faut revendiquer, à la fois du côté de la société civile et du côté de la magistrature un peu visible. Et donc la radicalisation, ça serait de s'appuyer sur les fondamentaux qui nous viennent des Lumières, de la Renaissance, et même parfois du judéo-christianisme, pour être inclusive et pour permettre un service exclusivement des citoyens et de la société civile. Alors, je voudrais partir de deux exemples pour vous parler de la place du juge dans la démocratie. Deux exemples, c'est d'un côté l'affaire Monsanto, que vous avez certainement suivie aux États-Unis, qui a fait droit à la demande d'indemnisation d'un travailleur qui avait toute sa vie travaillé avec des glyphosates. Et de l'autre, cette affaire qui a un peu fait du bruit dans le milieu activiste et citoyen bruxellois. Il s'agissait d'une bande de joyeux activistes qui se déguisaient en animaux, chacun en animal, le tout en animaux,
pour aller un peu mettre la pagaille dans le siège social d'une entreprise productrice de produits précisément pharmaceutiques et donc tout ce qui est la chimie dans ce qu'elle a de dévastateur. Et donc il y a une vidéo super d'ailleurs sur YouTube que vous pouvez regarder. Donc ils sont déguisés en animaux. Moi je connais Edith le lapin parce qu'elle travaille dans ma librairie préférée. Et ils ont pénétré un peu évidemment contre la volonté des gardiens de sécurité et ils ont jeté des feuilles mortes. Ils ont fait quelques tags bon enfant à la couleur à l'eau. Et le parquet de Bruxelles, qui a décidément trop d'argent, a jugé bon de les poursuivre en correctionnel pour dégradation, pour faire bref, violation de la vie privée, enfin violation du domicile, intrusion, enfin voilà, je vous passe les détails techniques. Et donc ces gens ont été poursuivis devant un juge en 2017. On se pince, hein, alors que pendant ce temps-là, on fout une paix royale, il faut bien le dire, à ceux qui fabriquent tous ces produits qui ont tué 70% des insectes en 30 ans. Ces gens-là, par contre, ne sont en rien contrariés, ni par les gouvernants, ni de manière plus profonde par la justice. Je peux vous expliquer pourquoi aussi, c'est pas que la faute des juges. Et donc ça, ce sont évidemment deux volets de l'activité judiciaire qui m'amène à vous expliquer. J'en ai un autre, parce qu'on parle de l'inadaptation de la justice par rapport aux technologies et à l'intelligence artificielle, ou simplement à l'informatique, hein, un programme informatique comme Word. Mais il y a aussi, il faut balayer devant sa porte, il y a aussi des juges qui sont complètement, en effet, reclus dans une tour d'ivoire, dans l'entre-soi, dans une espèce de mentalité classieuse, puisque la Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la Belgique, non pas pour des questions liées au manque de moyens, au non-respect du délai raisonnable, hein, il y a moyen de nous condamner sur ce coup-là, puisque devant la Cour d'appel, on attend 5 ans, mais parce qu'un juge bruxellois avait cru intelligent d'interdire à une femme voilée d'entrer à l'audience, alors qu'elle était constituée partie civile suite au meurtre de son frère. Et donc c'est l'affaire Lachéry contre Belgique. C'est un jugement, c'est un arrêt du 18 septembre 2018. Et la Cour était intervenue devant la Cour européenne, le Centre des droits de l'homme de l'Université de Gand, qui avait fait une étude en 2016 et qui avait calculé que 20% des juges, un juge sur 5, interdit à une femme voilée d'apparaître si elle ne se dévoile pas. Parce qu'il y a un article de loi qui impose de comparaître à découvert dans le silence et les respects devant le juge. Vous voyez d'où on vient dans la lutte des classes au sein des palais. Et donc, vous avez comme ça deux types de décisions. L'affaire Monsanto, ou bien cette décision aux Pays-Bas par laquelle des juges imposent à un gouvernement d'enfin mettre les bouchées doubles pour gérer les émissions de gaz à effet de serre afin de faire quelque chose finalement pour le climat. Donc l'affaire Monsanto, je l'ai dit, ou bien ce sont ces citoyens qui ont saisi la Cour de justice européenne, tous qu'ils sont d'une manière ou d'une autre impactés par le réchauffement climatique, et ce sont des citoyens de différents États européens. Il y a un producteur de lavande du Luberon qui a vu toute sa lavande périr du fait du réchauffement, un autre qui fait paître des troupeaux dans les montagnes et qui doit chaque année monter plus haut pour avoir une herbe à la hauteur de l'appétit de ces bêtes. Et donc, de ce côté-là, donc vous voyez qu'il y a deux récits qui concourent dans le fonctionnement de la justice. D'une part, une justice au service des puissants, qui sert l'ordre établi, qui confirme les rapports de force qui nous précèdent, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient dans nos rapports à l'État. L'État, ce léviathan qui nous contraint et qui, avec son bras policier armé, peut, de manière parfois arbitraire, nous contraindre dans nos corps ou nos biens. Et de l'autre côté, une justice qui émancipe, qui libère et qui corrige un rapport de force, voire l'annule, ou bien peut le confirmer, mais alors sur une base raisonnée, en droit, et en fait en se basant sur une série de dispositions et la situation objective et matérielle d'un justiciable. Et donc deux récits. Un récit, une justice aux ordres,
au service des puissants et des hégémonies économiques ou bien sécuritaires, on va dire, pour faire bref, et de l'autre, une justice, rempart, secours, recours institutionnel, et donc contraignant, qui permet à un moment de mettre à distance, de tenir en respect les puissants, les nantis, et de contrarier ou d'imposer des transactions au rapport de force. Alors, donc deux récits, deux points de vue, descriptifs, normatifs, deux récits, hégémonie, libération, émancipation, trois fondamentaux. La justice, c'est trois choses. C'est d'abord un besoin dans le corps, l'esprit, le cœur de quelqu'un. La justice, c'est d'abord un sentiment d'injustice et un besoin de restauration ou de réparation. Et donc, en écho à ce besoin individuel, il y a aussi un devoir individuel d'éthique et d'écoute. Comprenez que dans l'affaire où on interdit, où on demande à une femme de se dévoiler, on n'est pas du tout dans l'écoute et l'ouverture d'esprit, et même l'ouverture aux réalités de la société telle qu'elle est maintenant. Les juges ne sont pas les gardiens, les arbitres des convenances, ou de la bonne éducation, ou de l'élégance, ou de quoi que ce soit. Ils sont d'abord les débiteurs du réel, les débiteurs du respect du réel. Donc un besoin, c'est d'abord ça, la justice. C'est un besoin qu'on a, presque une meurtrissure, et on a besoin de quelqu'un qui va restaurer la situation et qui va permettre de reprendre, parfois même de reprendre vie, et de reprendre un équilibre, de restaurer un équilibre. C'est aussi un service public. Donc si vous voulez, la somme de tous ces besoins font des dossiers, et donc un service public, c'est le fait que la justice est saisie de dossiers qu'elle va examiner, à l'examen desquels, au terme de l'examen desquels, elle va rendre une décision qui devrait amener à un retour à la sérénité. Donc il n'y a pas question qu'après une décision, dans la rigueur des principes, on est d'accord, dans la rigueur des principes, il n'y a pas question qu'après une décision de justice, on puisse encore se faire comme ça et dire on ne doit pas aboutir normalement à une solution totalement binaire. On doit restaurer un équilibre, permettre un retour à la sérénité. Et donc, on comprend bien qu'au travers de ce service public, il y a une vertu sociétale et macro-sociale qui est de pacification. La justice, c'est le contraire, je vous ai parlé du rapport de force, c'est le contraire du rapport de force, c'est le contraire de la vengeance, c'est le contraire de la loi du talion. C'est pour ça que quand vous déforcez, vous asséchez le service public justice, que vous en barrez l'accès aux démunis et même aux classes moyennes, eh bien, vous compromettez la pacification sociale et vous risquez... J'ai choqué quand j'ai dit le 20 mars qu'il y avait possiblement un retour à l'état sauvage. Ben, quand même, moins il y a de pacification sociale. La justice est l'instrument de la pacification sociale, avec la culture, avec l'éducation, en bonne entente. Mais enfin, s'il n'y a pas la justice au bout du service, il y a une menace sur la pacification sociale. À noter que la pacification sociale, elle se fait le plus souvent au service des faibles. J'ai entendu cette belle phrase, le droit, c'est la loi du plus faible. Donc c'est la possibilité de permettre à chacun de faire entendre sa voix et d'obtenir... C'est pour ça que les avocats sont en toge toutes les mêmes, parce que personne n'apparaît à l'audience avec une préférence ou une épaisseur ajoutée. Troisième fondamental, c'est le fait que c'est un pouvoir constitué. Ce n'est pas le troisième pouvoir, c'est un des trois pouvoirs, et c'est celui qui est censé contrarier les autres. Quand le Conseil constitutionnel français dit que le délit de solidarité, donc le fait d'accueillir des migrants ou de les aider temporairement, donc délit de solidarité, où est déjà l'oxymore propre à l'époque, on vous vend tout et son contraire, le délit de solidarité, il a fallu atteindre 2017 pour entendre ces mots-là dans la même phrase et dans un code pénal. Et donc, le Conseil constitutionnel dit qu'il faut invalider ce délit par le biais de la devise nationale, liberté, égalité, fraternité. La fraternité, moi, juge constitutionnel, j'en fais un principe de droit et un élément fondamental et fondateur de la civilisation française. Et donc, je n'autorise pas que, contrairement à ce principe, on crée un délit de solidarité. Donc ça, c'est le pouvoir des juges.
C'est le pouvoir des juges de création et d'entamer les normes telles qu'elles sont. Parce que les normes... Alors on dit, je reviens une seconde à mon gouvernement des juges, on a dit dans le Figaro magazine, toutes les semaines, je le lis, je m'inflige cette épreuve. Pour comprendre les mots du camp d'en face, il faut quand même comprendre à qui on parle. Et on avait dit beaucoup, c'est une grande victoire, cet arrêt du Conseil constitutionnel. Et en fait, la semaine suivante, l'éditorial du Figaro, c'était là, les juges contre les peuples, parce que les juges n'avaient pas compris qu'en fait, le peuple français veut bouter hors de ses frontières le plus violemment possible, et si possible avec des policiers, en passant par la case prison, les migrants, malgré le parcours d'épreuves qu'ils ont. Donc, pouvoir constituer un des 3 pouvoirs. Donc, vous avez compris, donc, 2 points de vue, 2 récits, 3 fondamentaux. Une place. J'ai terminé. Une place. Alors ça, c'est vraiment une vision progressiste que nous n'avons pas inventée. Nous la déduisons de l'enseignement d'un constitutionnaliste français, Dominique Rousseau. Pierre Rosanvallon le dit aussi à peu près comme ça. La place du juge dans la démocratie, elle doit s'extraire de la sphère gouvernementale, elle doit s'extraire de toute hégémonie. La place du juge, c'est au cœur de la société civile et à son seul service. Donc, alors, j'ai lu depuis que la presse, il y a des gens dans la presse qui disent la même chose, la presse doit être au service des gouvernés, jamais au service des gouvernants. Eh bien, la justice aussi, c'est très très simple. Quelle légitimité, parce que quand on dit le gouvernement des juges, les juges contre les peuples, le même Guillaume Roquette, tiens, je vais dire son nom, que vous l'appreniez, que quand vous le croisez, vous lui dites son fait. Guillaume Roquette dit dans le même temps, la Cour européenne des droits de l'homme, ce siège d'activistes non élus. C'est dit dans un journal censément démocrate, on est en 2018 et il y a un journal prétendument démocrate qui dit ces mots-là. Évidemment, les juges ne sont pas élus et donc ils n'ont pas la légitimité pour faire des lois. Je rappelle que Hitler a été élu et qu'à l'époque, il n'y avait pas de conseil constitutionnel et de cour constitutionnelle. C'est peut-être pour ça qu'à partir des années 50, c'est peut-être pour ça, je veux dire, peut-être le moment de le rappeler, peut-être pour ça qu'on a donné ce pouvoir aux juges d'imposer aux gouvernants des transactions. Et donc l'idée, c'est que, bien sûr, ils ne sont pas élus, mais Dominique Rousseau dit il y a d'autres légitimités démocrates que les légitimités déduites des élections. Pourquoi ? Parce qu'entre deux élections, il y a la vie démocratique qui continue. Et donc Dominique Rousseau parle de démocratie continuée. Et c'est rendu possible. Pourquoi ? Par une vie active, une démocratie vivifiée par la société civile, les ONG, bien sûr, la presse, les citoyens. On l'a vu avec la plateforme citoyenne, la loi sur le projet sur les visites domiciliaires, il a été bloqué. C'est une manière de faire du droit qu'a trouvé la société civile en faisant tellement du bruit qu'à un moment, on n'ose plus aller plus loin dans le projet. Il faut continuer, ça, bien sûr, ça prend du temps. C'est un job à temps plein, mais dans la période qu'on vit, il faut s'y mettre. Voilà, il faut s'y mettre, il faut faire que ça temporairement. On se reposera après quand on aura gagné. Et donc, entre les élections, il y a la place pour cette vie-là, et la société civile doit également se faire aller pour dire ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et les juges sont là aussi pour le faire, au recours et secours des citoyens, mais recours et secours institutionnels, c'est-à-dire contraignants. Et leur premier devoir, je termine, leur premier devoir, j'espère que je ne vais pas dépasser, je suis toujours trop longue, leur premier devoir est de tout questionner. Mais donc ça parle, on a eu ce week-end un week-end, c'est le cas de le dire, un week-end de réflexion autour de la place du juge, de quelle justice on défend, etc. Et on revenait au point de vue descriptif, parce que j'ai une collègue qui a avoué bien franchement que quand elle a des gens devant elle, elle leur dit le plus souvent, écoutez, la justice, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est en substance ce qu'elle veut dire, la justice c'est n'importe quoi, c'est à peu près, vous serez très déçus. Si vous pouviez aller en médiation et en sortir le plus vite possible, de grâce, quitter ce navire, quoi. Elle le dit presque comme ça. Mais donc... alors on parlait des profils, de la formation, etc. Et il me semble qu'une des premières qualités du juge, c'est de questionner. Questionner les évidences, questionner le dossier, questionner la loi qui prétend s'imposer. On n'est pas obligé d'appliquer une loi. Si un jour vous êtes en justice et que vous êtes avec votre avocat, dites-lui, on prétend que c'est cette loi qui s'applique, il y en a plein d'autres. Il suffit de chercher, il y en a plein d'autres. Et s'il n'y en a pas dans les lois, il y en a dans le droit européen ou dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui est directement applicable. Donc, bingo, pour le moment, contrairement, alors, parce qu'on est à 70 ans des droits de l'homme, presque autant d'années de la catastrophe qu'on a vécue dans les années 40, eh bien,
La différence, c'est qu'on a le droit maintenant. On a un continent derrière nous sur lequel on peut s'appuyer, qui est le droit. Mais donc, usons-en. Et j'ai vu la deuxième saison de la campagne Tam Tam. Il redémarre sur l'article 23 de la Constitution et le droit à la dignité. Et ça, c'est bingo, parce que le droit, du coup, qui devient un bien précieux, commun, que les citoyens, comme ceux qui sont dans Tam Tam, s'approprient. Donc, vive Tam Tam. Merci, Manuela. Manuela, tu parles de pacification au service des faibles, mais il y a bien une justice qui a beaucoup de mal avec ça, c'est la justice pénale. Je ne sais pas vous, si vous avez déjà assisté à un procès devant une cour correctionnelle. Eh bien moi, la première fois que j'ai assisté à un procès, j'ai été totalement sidérée par la manière dont on traitait le justiciable qui était là, un pauvre kid d'âme complètement démuni, et j'ai trouvé les relations qu'il y avait dans ce tribunal extrêmement humiliantes et condescendantes. J'ai vraiment eu un choc. Donc j'ai vite compris qu'on était dans un truc de rapport de domination et de justice de classe assez effrayant. Ce qui a fait que... Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais, et donc cette justice pénale, c'est encore, j'allais dire encore autre chose. C'est un lieu de gestion de la pauvreté aussi, comme l'est la prison. Et donc, c'est pour ça qu'on a invité aussi Marie-Sophie Devrez, qui est criminologue et experte en justice pénale. Et donc, moi, ce que je propose quelque chose, je ne veux pas te piéger. Donc, déjà, je l'ai harcelée pour qu'elle vienne. Donc, je suis très contente qu'elle soit là. Je voudrais juste peut-être que tu donnes un petit peu de ta vision de cette histoire de justice de classe, justice pénale, oui, brièvement. Parce que après, je propose qu'après, de manière très brève, après, on passe à l'ajout de verbal numéro 2, autour des alternatives à la justice pénale. Et après, je te redonne la parole parce que Marie-Sophie va nous donner les horizons de la justice pénale de demain et vous allez voir, c'est pas bingo. Jamais répondre à une invitation de Juliette Beguet, on est toujours piégé. Donc, je n'ai pas préparé du tout une réponse à cette question sur la justice de classe. Maintenant, voilà, c'est une question qu'avec les étudiants en criminologie à l'UCL, j'ai quand même parfois l'occasion de traiter. Et je pense que la question me paraît quand même un tout petit peu plus complexe, peut-être, si je peux me permettre, que la question de savoir si on punit les pauvres ou pas les pauvres. Dans une manière où, je vais le dire de manière un petit peu provocatrice, si on fait un peu le point sur qui est pauvre fondamentalement en Belgique, qui est le plus pauvre, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui sont fondamentalement... en situation les plus précaires, beaucoup de femmes célibataires, beaucoup de femmes qui ont des difficultés au niveau de leur pension, etc. etc. Et pourtant, ce n'est pas nécessairement celles qui l'on retrouve le plus en prison. La prison, généralement, est un univers plutôt masculin et les femmes ne représentent que 8% environ, je pense, des personnes incarcérées. Donc ça veut dire que la question purement monétaire et vraiment de conditions de vie et de conditions d'existence n'est peut-être pas nécessairement la première voie d'entrée avec laquelle on peut envisager ça. Alors la question, c'est que la classe sociale, depuis Bourdieu, on voit que ce n'est pas uniquement une question monétaire, une question de ressources, etc. C'est aussi une question de culture, globalement. Et que, pour reprendre la question des femmes, les femmes ont été mises à l'écart de la vie sociale et donc elles ont été mises à l'écart de la justice d'une manière générale, en ce compris du côté des justiciables, voire même du côté des condamnés. Mais donc cette culture générale à l'intérieur desquelles on évolue, je pense que c'est plutôt cette question-là, moi, qui me semble plus intéressante que la question des classes d'une manière générale. Et sur ce qui constitue des priorités à un moment donné. Et ça, je pense qu'on voit aussi à travers l'histoire que ce qui constitue des priorités n'est pas toujours nécessairement la même chose. Et que l'on voit à certains moments qu'on a des cibles privilégiées et que ces cibles privilégiées tantôt se définissent à travers des questions économiques essentielles, tantôt moins. Maintenant, d'une manière générale, un problème est aussi lié, je pense, à des enjeux de visibilité et de complexité. Loin de moi l'idée de dire qu'on est dans une justice égale. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que je nuance un peu certaines choses. Mais
je pense qu'il y a des enjeux qui sont liés à la complexification dans laquelle on évolue de plus en plus et qui nous amènent finalement ces derniers temps à se replier sur des questions qui sont finalement beaucoup plus faciles à traiter. On a envisagé tout à l'heure la question des moyens, on pourra y revenir. Moi, je suis parfois plus mitigée, j'ai l'impression que les moyens, il y en a, mais qui ne sont pas toujours alloués aux bons endroits. Mais d'un point de vue général, c'est quelque part, si on veut s'attaquer à des enjeux qui sont la criminalité, en fait, ce qu'on observe d'une manière générale, c'est que la criminalité ne se distribue pas de la même manière et de la même façon à travers les classes sociales. C'est-à-dire que tout le monde ne fait pas la même chose. Tout le monde n'est pas coupable de la même chose selon que l'on distribue socialement. Si vous n'avez pas de revenus, vous n'êtes pas un fraudeur fiscal. Voilà. Si vous vivez pas dans la rue, vous n'êtes pas susceptible de commettre les délits qui sont ceux que l'on reproche aux personnes qui sont dans l'espace public et qui y vivent. Et donc à ce niveau-là, il y a des différences qui se font. Et comment est-ce qu'on investit pour un peu lever ces différences? Et ce qu'on constate, malheureusement, c'est que la criminalité, je vais dire, qui est plus la criminalité de type organisé, ou qui est plus la criminalité des élites, ou qui est, je ne sais pas, la criminalité verte, comme on l'appelle maintenant, donc tout ce qui a trait à l'écologie, etc., est quelque chose où la relation de cause à l'effet est toujours beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'autant c'est facile de se dire victime d'un coup et blessure et d'en identifier l'auteur, autant peut-être très peu d'entre vous va se considérer comme étant victime de la fraude fiscale, alors qu'on l'est tous, fondamentalement. Mais tout ce qui est lié finalement à la relation de cause à effet, voire à la complexité que doit mettre en œuvre la justice pour commencer à débusquer, je vais dire, des fraudes qui sont parfois complexes, qui sont parfois sur plusieurs états, avec plusieurs acteurs, où les responsabilités se déterminent de manière beaucoup plus compliquée, voilà. Donc on se trouve la plupart du temps face à des dossiers complexes versus dossiers simples. Et ça, évidemment, il y a une distribution sociale qui est sous-jacente. Mais je n'aurais pas envie qu'on soit nécessairement dans une hypothèse purement complotiste ou purement intentionnaliste. Je pense que si parfois on peut noter des volontés politiques, et c'est là qu'on en reparlera, j'imagine, de cette politique criminelle, moi, qui me tient à cœur, où on peut allouer à un moment donné des moyens pour faire certaines choses, et on peut, à mon avis, faire le constat à l'heure actuelle qu'en Belgique, on n'alloue pas énormément de moyens pour tout ce qui est ces délinquances-là, la délinquance économique et financière, fiscale, verte, etc. Il y a peu de moyens alloués. Indépendamment de cette question-là, qui est bien sûr majeure, il y a encore d'autres paramètres qui permettent d'expliquer ça que la relation mécanique entre classe et répression. Voilà, je nuance un peu un point de vue radical. Merci. Donc ce que je propose, c'est qu'on passe à la deuxième joute et après je reprends un petit moment, on reprend un petit moment avec Marie-Sophie sur notamment la justice prédictive et les horizons de demain, et puis on fera un échange avec vous. Donc voilà. Voilà. De retour avec une petite joute verbale que j'introduirai en disant ceci. Je suis du monde de l'enseignement, de l'école. Et c'est intéressant de voir à quel point la plupart des débats qui sont abordés ici sont abordables avec une autre fenêtre dans le cadre de l'école. Parce que l'école, parmi d'autres choses, est un lieu de justice. C'est d'ailleurs peut-être le premier intermédiaire entre les jeunes et nos valeurs démocratiques, notamment celle de vivre dans un monde où il y a une justice avec des droits qui sont respectés. À l'école et dans la société, il y a deux idées qui sont très fréquemment présentes dans les esprits quant à la peine que l'on peut recevoir suite à une incivilité. Ces deux idées, je les résumerai comme suit. La première, c'est que la peine doit faire mal. Celui qui reçoit une peine, il s'agit qu'il ait mal, et s'il n'a pas mal, eh bien, ça va poser un problème à toute une série de personnes. La deuxième, c'est que la logique de la peine, très souvent, est une logique de l'exclusion ou de l'isolement. À l'école, par exemple, on va isoler un élève en le mettant en dehors de la classe, ou le retenir à l'école pendant que d'autres peuvent partir, voire encore l'exclure définitivement de l'école. Dans la société, eh bien, cette idée d'isolement passe notamment par les peines d'enfermement, avec aussi l'idée que ces peines sont des privations de liberté et donc sont des choses qui font mal.
Le problème dans l'école comme dans la société, c'est que cette manière de rechercher l'isolement et d'une certaine manière la souffrance rentre en tension avec un autre objectif de la justice, qui est le fait d'éduquer, d'enrayer des cycles et du coup d'être efficace par rapport aux problématiques sociales qui sont à la base des incivilités. Petite introduction pour amener le deuxième débat et d'abord la deuxième joute. Faut-il privilégier les autres formes de réaction que la peine d'emprisonnement? J'invite Vasti et Sarah pour la deuxième joute. Je pense que cette fois-ci, je ne me trompe pas en disant que c'est Vasti qui défendra l'affirmative. Oui, il faut privilégier les alternatives à l'enfermement. Eh bien, oui. On mettra la lumière. Oui, il faut privilégier les alternatives à l'enfermement. J'ose croire que nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'il y a un sérieux problème avec la prison aujourd'hui, tout ce que ça représente comme coût à tout un chacun d'entre nous, mais surtout l'idée même, fondamentalement, cette question de prison ou d'emprisonnement qui, pour faire respecter la loi, vient s'immiscer dans les droits fondamentaux tant des prisonniers que des gardiens de prison. C'est quand même étrange. Je veux dire, quand un gardien de prison ne peut pas effectuer son travail comme il se doit, parce qu'il a une charge de travail beaucoup trop conséquente par rapport à ce qu'il est capable de faire, quand un prisonnier doit vivre avec 2 autres personnes dans 9 mètres carrés, comment est-ce qu'une telle justice, ou je devrais dire ça autrement même, comment est-ce qu'on peut appeler ça de la justice? Aujourd'hui, il faut réellement repenser la prison. Il faut réellement repenser la façon dont on veut faire admettre à des individus qu'ils ont causé du tort et surtout la façon dont on veut réinsérer ces individus dans la société pour qu'ils puissent devenir une plus-value. Parce que la façon dont se déroulent les événements actuellement ne fonctionne pas comme il se doit. On voit bien le taux de récidive qui est énorme en Belgique et en réalité, il y a un énorme problème. Merci Vasti, on défend des positions opposées, mais je suis d'accord avec toi sur ce point. Quand j'entends « faut-il privilégier les alternatives à la prison », je pense d'abord, mais il faut d'abord s'occuper de la prison. La prison, pour moi, j'ai l'impression en tout cas qu'elle devient une espèce de lieu fourre-tout où on enferme les individus indésirables. Or, je pense que d'abord, on doit penser pourquoi est-ce qu'on met quelqu'un en prison ? Beaucoup n'ont pas leur place dans cette institution. Il serait mieux dans un centre de désintoxication, par exemple, ou dans un hôpital psychiatrique. Une fois qu'on a cela, ça me donne envie de rebondir sur ce que tu as dit, Bruno. Moi, quand j'étais plus jeune, je me disais souvent que l'école ressemblait vraiment à une prison. Et j'aimerais pousser la ressemblance, mais cette fois-ci dans l'autre sens. C'est-à-dire que selon les témoignages que j'ai lus, j'ai l'impression que la prison, c'est une espèce de case de vide où on tue le temps pendant peut-être quelques mois, peut-être quelques années, et puis on sort, voilà, comme ça, du jour au lendemain, sans vraiment être outillé pour se réintégrer. Et pour moi, la prison, c'est justement une opportunité d'être réhabilité à cette société dans laquelle on va, j'espère, retourner au bout de sa peine. Et donc, je suis pour la prison, mais je suis pour une prison qui devient un lieu d'éducation et surtout un dernier recours. Malheureusement, mesdames, mesdemoiselles, la prison continue à être une peine de référence, malgré le fait qu'elle a été un échec depuis sa naissance. Et elle n'est pas prête de s'arrêter, je pense. Et justement, Marie-Sophie est une de celles qui a vite compris aussi qu'on ne pouvait pas se permettre de penser cette justice pénale sans la lier à l'arrivée sur le marché des nouveaux moyens technologiques et techniques. Ce qui prouve aussi que cette arrivée de moyens va sans doute faire que renforcer la prison et la justice pénale dans son ancrage, même s'il est un échec, comme je disais. Et donc, j'aimerais bien, Marie-Sophie, que tu expliques un peu c'est quoi la justice prédictive et quelle est un petit peu, toi, ta vision et tes hypothèses
sur cette articulation entre justice pénale et ces nouveaux moyens technologiques qui arrivent un peu partout dans le monde. Oui. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai déjà, et après on fait un échange. Déjà pris la parole quelque temps. En fait, c'est marrant parce qu'on a évoqué la question en effet des moyens. On a aussi beaucoup évoqué la question du pouvoir politique et de la résistance à une manière de penser le politique à travers les questions de justice. Et tu évoques la question de la justice prédictive, mais j'aurais envie d'élargir peut-être ça aussi plus largement à l'arrivée de toute une série de nouvelles technologies aussi à travers la question de justice. Et c'est pas incompatible parce que ce que tu appelles la justice prédictive, ce qu'on appelle la justice prédictive, renvoie aussi à ce que pas mal de chercheurs maintenant appellent la gouvernance algorithmique. C'est l'idée qu'à un moment donné, par des moyens techniques, on a la capacité, sur la base de certains calculs, de pouvoir prédire ou de pouvoir décider. Mais au-delà de ça, la justice est aussi traversée par pas mal de nouvelles, enfin, elle incorpore de plus en plus de nouvelles technologies, ce qui fait qu'en fait, par rapport à l'image que vous évoquiez pour le débat d'une vieille dame, j'ai envie de dire, la justice, c'est une vieille dame qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui, à l'instar de beaucoup, a quand même son iPhone, en fait. Dans le sens où il y a quand même pas mal, de plus en plus, de nouvelles technologies qui s'intègrent à l'intérieur du processus de la justice pénale, quoi. Je pense, par exemple, à l'idée qu'il y a une directive européenne qui impose maintenant de plus en plus l'idée du procès par visioconférence. Donc l'idée que maintenant la personne ne comparaisse plus directement en justice, mais comparaisse via écran interposé. Je pense par exemple, alors là ça renvoie un petit peu à certains aspects que tu évoques là, aux décisions des juges qui peuvent se faire sur une base algorithmique, c'est-à-dire sur de plus en plus, ce n'est plus vraiment le juge qui décide au départ de ce qu'on appelle l'intime conviction maintenant dans notre droit, mais au départ de grilles justement prédéterminées, au départ d'un calcul algorithmique sur les caractéristiques des faits, de leur survenance, les caractéristiques du prévenu, etc. Et puis l'idée de la prédictivité à travers notamment des grilles d'analyse aussi, qu'on appelle aussi actuarielles, qui permettraient de prédire ou pas le risque de récidive. Et donc, au départ de ces questions-là, je pense, plutôt que d'avancer une série de constats, j'aurais plutôt envie de poser une série de questions. La question est d'abord de savoir si, est-ce que, à travers l'incorporation de tous ces nouveaux outils, on cherche vraiment à innover ou pas. Et ça, il y a toujours, dès qu'on parle des nouvelles technologies, cette espèce d'idée que nécessairement on est dans du nouveau, dans de la modernité, dans de l'innovation. Et ça, moi, je ne suis pas toujours certaine de ça. Et je pense que rien n'est moins sûr. Est-ce qu'on veut faire quelque chose de nouveau ou est-ce que simplement on fait la même chose autrement? Et est-ce que le cœur même de la rationalité de notre justice et de la justice pénale, telle qu'elle fonctionne, est vraiment atteinte? Donc ça, c'est une première question que je poserai. Deuxièmement, pour avoir travaillé un petit peu sur cette question-là, ce qui, moi, personnellement, me tracasse, c'est que, d'une certaine manière, il y a assez peu, j'ai mis sur la feuille ici le mot « souci », il y a assez peu de soucis par rapport à l'incorporation de ces objets-là. J'ai lu notamment une étude sur le procès en visioconférence. Beaucoup de magistrats ne s'interrogent absolument pas là-dessus, et le chercheur qui avait fait son étude était confronté à toute une série de magistrats qui disaient oui, on passe à un système maintenant, de toute façon maintenant tout se passe sur écran, etc. Voilà. Et donc moi je m'interroge quand même sur le fait que on adopte ce type de technique sans nécessairement ouvrir les questions ou sans nécessairement s'interroger. Alors, bien entendu, il y a la question de l'encadrement de toutes ces techniques-là. La prédictivité, ok, mais à quel prix, comment, avec quel cadre légal, quelle possibilité de garantir les droits des individus qui passent à la moulinette de ce genre de tests. Et puis surtout, et c'est sur cet aspect-là que je voudrais vraiment mettre l'accent, c'est que l'arrivée de tous ces nouveaux outils technologiques et de ces outils prédictifs font intervenir à l'intérieur de la justice de nouveaux acteurs, dont on n'a pas encore parlé vraiment dans le débat.
On a beaucoup parlé, comme je disais, des pouvoirs publics, mais tous ces nouveaux outils font intervenir les acteurs du privé, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est la véritable révolution de la justice. Et donc, d'un certain côté, la justice ne bouge pas par rapport, à mon avis, à ses fondamentaux. On est toujours dans une logique où on a un individu qu'on doit tenir pour responsable face à la loi et que l'on doit punir pour cette question-là. Et croyez-moi, même si ça peut paraître surprenant, il y a plein d'autres manières de penser les choses que sur cette manière-là. Mais là, on reste vraiment arc-bouté sur cette question-là. Donc là, ça ne bouge pas. Par contre, ce qui bouge de manière très puissante, c'est l'arrivée justement de nouveaux acteurs qui viennent avec une nouvelle rationalité. Et on a, pour moi, l'incorporation de la rationalité économique qui vient soudain se greffer à la rationalité de la justice. Et j'ai presque envie de dire, c'est pour ça que tu m'as mis très mal à l'aise par rapport à ta question, dans le sens où moi, depuis quelques années, je suis plus tant occupée, même si bien entendu ça me tracasse, etc., sur l'enjeu tant de la justice de classe, que plutôt de savoir si on n'est pas en train simplement de céder la question judiciaire aux acteurs privés qui, eux, ont une rationalité qui n'est pas du tout la rationalité des États. Donc on peut effectivement s'opposer aux États dans la perspective d'un État qui deviendrait totalitaire, non égalitaire, etc. Mais je pense, moi, personnellement, si je dois être un petit peu Madame Soleil, que pour moi, les combats prochains à mener ne seront pas tant à l'égard d'un État totalitaire qu'à l'égard, finalement, d'une cession de compétences à l'égard aux entreprises privées. Alors l'État sera toujours là, on trouvera toujours bien moyen de faire des accords avec ces entreprises privées, ça je n'en doute pas une seule seconde, mais je pense que pour moi, c'est là l'enjeu le plus important. Je prends deux petits exemples peut-être pour faire saisir au public l'importance de ce genre de choses. J'ai récemment été amenée à travailler sur justement cette visioconférence dans le cadre de la justice. Eh bien, par exemple, j'ai pu observer que dans certains États, certaines prisons aux États-Unis, dans certains États, donc ce n'est pas les prisons fédérales, c'est les prisons, les county jails, comme on dit, eh bien, par exemple, de plus en plus, au départ d'une bonne intention, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, on a décidé de mettre en place les visites par visioconférence. Alors, au départ, l'idée était que des personnes qui sont très éloignées des détenus puissent pouvoir quand même être en contact avec eux par visite, etc. Mais quand on observe ça de près, on constate que les entreprises privées ont placé dans leur contrat le fait que eh bien, elles veulent avoir le monopole de la visite et que donc la signature du contrat et les avantages que ça procure suppose qu'il n'y ait plus de visite à table ou plus de visite directe organisée. Donc, c'est-à-dire la substitution directe de cette nouvelle technologie à la technologie, enfin, aux relations directes. Deuxième exemple, eh bien, ce sont toute une série de prisons qui sont gérées entièrement par le privé dans certains États et dans lesquelles il y a toute une série de quotas à respecter. Et dans les conventions qui sont signées entre les États et les consortiums d'industrie carcérale, il faut les appeler comme ça, eh bien, par exemple, il y a des quotas d'occupation de cellules à respecter. Et si les cellules ne sont pas occupées, en fait, l'État doit payer c'est pas une amende, mais je sais pas comment on dit en droit, mais une indemnité, voilà, une indemnité à l'entreprise privée. Ce qui sous-entend alors que l'occupation carcérale est finalement déterminée plus par des intérêts économiques que par le degré de délinquance qu'il peut y avoir dans cet État. Donc ça pose pour moi des questions, je m'excuse d'être un peu longue, des questions qui me paraissent vraiment fondamentales, qui bien évidemment viennent croiser les enjeux économiques qu'on a évoqués au début du débat, mais qui me semblent poser le problème encore sous un autre angle, parce que d'une certaine manière, la résistance à ces logiques-là ne sont plus, et là c'est un débat qu'on a entamé déjà tout à l'heure, plus ou moins à table, avant de venir, que la résistance n'est plus la résistance du droit tel qu'il est traditionnellement conçu, c'est-à-dire que est-ce qu'on va pouvoir aller devant justement la Cour européenne des droits de l'homme comme il était précisé par le Figaro, comment est-ce que c'était déjà ces utopistes ou je ne sais pas... Ce groupuscule d'utopistes, eh bien, ce groupuscule d'activistes va se retrouver en effet totalement incompétent face au fait que ce que l'on va devoir, ce contre lequel on va devoir lutter, ce sont des logiques de marché et ce ne sont plus nécessairement des logiques de transgression des droits humains. Donc là, j'ouvre vraiment des questions vertigineuses qui sont celles de l'avenir et je ne réponds pas entièrement à ta question, mais on pourra revenir sur la justice prédictive ensuite. En fait, je n'aurais pas dû t'inviter parce que...
C'est effectivement très grave. Déjà, je pense que tous autour de la table ici, on lutte pour des politiques réductionnistes, c'est-à-dire qu'il y ait, en tout cas au niveau des prisons, moins de prisons. Or, on se bat contre un gouvernement qui applique des politiques expansionnistes, notamment en louant des prisons en Hollande ou en créant des prisons, dont à Rennes. Et donc, avec ton histoire de marché, ça risque pas de finir, comme on dit en belge. Voilà, maintenant, la parole est à vous. On va prendre 3-4 questions. Voilà, là, monsieur au milieu. Peut-être, juste avant de prendre les questions, est-ce que je peux vous demander de vous serrer, parce qu'il y a plein de gens assis par terre et il y a plein de places dans la salle. Donc si vous vous serriez un peu et que vous laissiez les côtés libres, ça permettrait aux gens qui sont assis par terre de s'asseoir près de vous. C'est sympa pour eux. Merci. Ça me permet aussi de dire quelque chose pendant que vous bougez, que j'ai oublié, c'est qu'en fait, le débat est filmé par Zine TV, une super équipe, mais si les personnes qui prennent la parole ne veulent pas être filmées, elles viennent nous voir après et on s'arrangera. Est-ce qu'il a le micro, le jeune homme au milieu? Vous pouvez déjà... oui, ça vient. Audrey arrive. C'est toi qui te dis, oui. Voilà, merci beaucoup pour cette conférence. En fait, j'ai une petite question, parce qu'on a beaucoup parlé des financements publics. Enfin, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, le refinancement de la justice et tout le tralala. Mais est-ce qu'il n'y a pas un rôle aussi, une responsabilité des avocats? Enfin, moi, j'ai eu affaire, d'ailleurs, il y a un témoin ici dans la salle, c'est marrant, on se croise pour le coup, mais voilà, j'ai eu affaire à un avocat il n'y a pas longtemps, il m'a demandé 250 €, il a presté 1 heure au commissariat de forêt et il s'est tué pendant 1 heure. Enfin bon, ça m'a semblé vraiment... Enfin, j'ai vraiment une haine contre lui parce que je me dis, comment on peut être avocat et se dire allez, je vais défendre le plus faible alors qu'il facture des prix comme ça. Et bon, on le sait, voilà, vous l'avez dit. Je te présente ta nouvelle avocate. Voilà. Non, mais et alors vous dites voilà, oui, c'est parce qu'il y a des indépendants. Et moi, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'il faudrait pas... bon, j'ai pas envie de parler de sécurité sociale, le statut d'indépendant, est-ce qu'il faut le coller au statut des employés? C'est pas ça que je veux, c'est pas ça le débat. Mais est-ce qu'il faudrait pas aussi faire une réflexion au niveau des avocats? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas des systèmes, enfin je veux dire, il y a 200 ans, il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait pas d'assurance retraite. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre en œuvre des assurances enfin, je sais pas, frais de justice, parce que fondamentalement, le premier frais de la justice, avant que ça soit le frais d'attente de 5 ans, c'est aller chez l'avocat et payer la consultation. Est-ce que ça serait pas possible de faire une mutualisation des frais d'avocat? Est-ce qu'il faudrait pas revenir, enfin peut-être changer de statut et plus être indépendant, et je sais pas, pouvoir créer des entreprises. Enfin, moi, je suis pas pour l'entreprise, mais avoir des employés qui peut-être coûtent moins cher. Est-ce que c'est pas possible d'avoir, je sais pas, un statut de fonctionnaire, d'avocat? Tout ça dans le but, parce que vous voulez rendre la justice plus accessible. Non, mais je ne sais même pas si je suis d'accord, je vous pose la question. Vous voulez rendre la justice plus accessible, mais est-ce que le fait, ce statut d'indépendant, est-ce que fondamentalement, okay, c'est pas aussi ça la barrière? Voilà, on a bien compris. Non, merci. De toute façon, ça sera pour toi, Olivia, mais je pense. T'as compris. On va prendre une deuxième. J'aimerais bien que ce soit une gonzesse. Non. Voilà, ici, d'abord. Voilà. Mais non, mais même, c'est pas grave. Ils auront la parole, je vous promets. Et puis après, monsieur et monsieur. Voilà. Oui, je voulais peut-être aborder la question de la diversité parmi la magistrature. Je suis moi-même journaliste, j'enseigne à la Saint-Louis et j'explique aux étudiants que la diversité parmi les journalistes est assez problématique. Est-ce qu'au niveau de la magistrature, poursuivre régulièrement des audiences, notamment au tribunal correctionnel, on peut effectivement constater une très grande fracture entre les personnes qui se présentent en tant que prévenus et les magistrats qui s'y trouvent. Et cette diversité n'est, à mon avis, pas rencontrée. Est-ce que ce n'est pas aussi là un problème? On peut avoir effectivement une manière de concevoir la justice, mais cette fracture énorme entre le monde de la magistrature et des prévenus qui s'y présentent, me semble-t-il, est extrêmement problématique. Bon, ça sera pour toi, Manuela. Donc, monsieur
là derrière, et puis toi. Oui, un premier constat, c'est qu'il n'y a pas de fatalité et la Belgique n'est pas le seul pays dans le monde à essayer de séparer son pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif. Je prendrai quelques exemples qui existent dans le monde. Il y a des pays Soyez pas trop long parce que... mais oui. on travaille sur la santé juridique de la population avant un procès. Donc l'éducation au droit, la diffusion de l'information, la culture juridique de l'ensemble de la population est promue. Autre exemple, il y a des pays où les avocats sont salariés, c'est le cas du Québec. Il y a des pays où il y a de la formation au milieu pénitentiaire et où des personnes qui entrent sans qualification sortent avec une qualification. Si vous voyez le film Les Amants du Pont-Neuf, vous avez un atelier de travail du métal qui est hallucinant. Il y a des pays où il y a un juge anti-mafia qui s'appelait le juge Falcone, qui avait parmi les meilleures bases de données ordinateurs au monde. Et chaque fois qu'il repérait un mafioso, il consultait en quelques minutes toutes les sociétés anonymes d'Italie pour repérer s'il n'avait pas des collègues dans un conseil d'administration. Enfin, est-ce que le budget, globalement, de la justice en Belgique, par rapport au PIB, on dit dans l'OCDE 2%, nous serions tombés à 0,7%, est-ce le cas? Et est-ce que la construction du palais en 1860 a été la dernière grosse dépense? Merci. Voilà, encore. Alors je propose, si ça vous va, je vais dire le demoiselle, pourquoi pas, le jeune homme. Bonsoir. On a eu une très bonne introduction sur la séparation des pouvoirs ou la porosité, et notamment entre la justice et le politique. Je voulais avoir votre avis sur deux cas très concrets, un Français et un Belge, qui concernent tous les deux des perquisitions. Ici en Belgique, on a eu des perquisitions pour des gens qui hébergeaient des migrants. Est-ce que c'était quelque chose qui était diligenté par la politique migratoire du gouvernement fédéral? Et on a un autre, donc est-ce qu'il y a une porosité entre les deux ou pas? Est-ce qu'il y a une indépendance de la justice? Et en France, on a récemment eu des perquisitions dans un des partis de l'opposition qui était une enquête qui venait du parquet de Paris, qui est directement placée sous le ministre de la Justice. Alors dans ces cas-là, est-ce qu'indépendance de la justice ou porosité entre justice et politique? Merci pour cette belle question. Une dernière, mademoiselle. Ah, je peux y aller. Merci beaucoup d'abord pour vos interventions. Bon, je suis avocate, donc mon propos se comprend de ce point de vue-là. Deux choses que je remarque sur lesquelles j'aimerais avoir vos réactions. Une chose... Bon, je viens d'un barreau qui est très strict, le barreau de Nivelles, qui au niveau de l'aide juridique est vraiment, vraiment très difficile. Et les gens qui ont le plus besoin d'un avocat ont du mal à obtenir l'aide juridique. Donc, je prends un exemple. Une personne qui est dans la rue ou qui est hébergée à gauche, à droite, doit fournir toute une série d'attestations des personnes chez qui il est hébergé. On m'a même parfois demandé d'une personne qui fait la manche dans la rue, oui, mais combien est-ce qu'elle gagne? Vraiment, hein, c'est pas une blague. Donc on est vraiment dans cette logique de contrôle, donc vraiment que les personnes qui viennent chercher l'aide juridique sont d'office des fraudeurs. Et on doit apporter toutes sortes de documents, de pièces pour démontrer le contraire. Donc on est dans une présomption complètement inversée. Et deuxième chose, bon, droit des étrangers, c'est une matière fédérale, donc on a toute une procédure en droit d'asile qui est soit néerlandophone, soit francophone. Et en fait, on observe que les chiffres sont complètement différents. Donc il y a une étude qui a été réalisée par une chercheuse de Gand l'année passée qui a révélé qu'au Conseil du contentieux des étrangers, on avait presque 2 fois plus de chances si on avait une procédure francophone. Donc je crois que ça pose aussi une question fondamentale en termes d'accès et d'égalité des chances. Voilà. Merci. Merci. Alors, je ne vais pas résumer les questions, parce que je suis fatiguée. Après, non, ce que je propose, c'est que vous répondiez. Il y a quand même pas mal de questions autour de la figure de l'avocat, du budget, la diversité, la porosité, etc. Donc, je propose que vous répondiez aux questions que vous souhaitiez en reprenant un petit peu de quelles questions il s'agit. Ok, parfait.
Mais je vais commencer si ça vous va. Bon, voilà, en fait, ça m'arrive de plus en plus souvent dans les débats qu'on me dit « oui, mais c'est quand même, c'est vous en premier, les avocats, qui coûtez beaucoup trop cher ». C'est une réflexion. Je pense que Marie-Sophie pourra en parler aussi, qui a eu lieu à la Ligue depuis longtemps. Donc, d'abord, un avocat, fonctionnaire ou salarié, ça pour moi, ça ne va absolument pas. Il faut se rendre compte que, et ma consoeur qui est là-bas le sait sûrement, mais le rôle qu'on joue d'opposition, en particulier quand on pratique la matière pénale, mais aussi celle du droit des étrangers, de s'opposer à l'État, nécessite ce statut d'indépendance. Donc on a vraiment besoin, je crois que c'est extrêmement important par rapport à la fonction qu'on exerce. Il faut bien se dire qu'au quotidien, on est un peu en première ligne de la défense des droits fondamentaux pour les gens, et on va aller taper du poing sur la table face à l'État. Quand on est en matière pénale, c'est face à l'appareil étatique, et donc on lutte dans un... parfois, on accompagne quelqu'un dans un processus aussi. Chaque situation est différente. Mais, donc, le statut d'indépendant, pour moi, c'est fondamental. Maintenant, alors, honnêtement, 250 €. Mais je comprends hein, que ça coûte... C'est bien ça que je dis, c'est la distorsion entre la réalité. 250 €, ce pauvre avocat qui a été passé 1 heure au commissariat de forêt, on se dit, mon Dieu, il est quand même vachement bien payé. Bon, il a 21% de TVA qu'il va devoir déduire de ça, donc ça va déjà réduire ça. Et puis, il a lui-même des frais, et ce qu'il va avoir dans sa poche au bout du compte, ça ne va pas être grand-chose. Même chose d'ailleurs avec l'aide juridique. On a une vision des avocats qui sont des gens hyper riches. Alors, il y a des avocats qui sont riches, c'est vrai. Si on veut devenir très riche, il vaut mieux faire du fiscal que du pénal, hein, ça je ne vous le cache pas. S'il y a encore des étudiants ici, vous avez envie de faire des choix de carrière, avocat fiscaliste, ça rapporte à fond. Si vous faites des fusions-acquisitions, vous gagnerez beaucoup mieux votre vie. Il y a une série d'avocats qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça, c'est aussi une réalité qu'on vit dans les barreaux. C'est qu'il y a vraiment des gens qui sont indépendants, qui n'ont pas d'assurance chômage, qui n'ont pas de pension, qui n'ont pas de retraite. Et donc, ce n'est pas forcément une situation facile. Mais non, voilà. Ça n'empêche que pour les justiciables, payer, c'est très compliqué. Et il y a des réflexions. Alors, il y a les assurances protection juridique. C'est une option que les barreaux poussent aussi parce qu'il y a une forme de contrôle sur les honoraires. Je pense qu'il y a peut-être une difficulté aussi d'incompréhension par rapport aux honoraires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours de la transparence. Bon, on n'est pas forcément toujours pour, à la Ligue, on a eu des débats partagés par rapport à ça parce qu'il y a aussi une forte limitation aux possibilités parfois d'introduire les procédures et un contrôle et des petites luttes, certains avocats qui sont toujours désignés en protection juridique. Mais il y a eu aussi une vraie réflexion sur une éventuelle mutualisation des frais et honoraires d'avocats. Bon, il y a des grosses réticences des avocats qui sont bénévoles et militants au sein de la Ligue, mais ça fait partie de certaines réflexions. Donc, je suis consciente que c'est un vrai problème. En tout cas, pour moi, le fait d'être salarié ou indépendant ou fonctionnaire n'est certainement pas une solution. Maintenant, il y a un projet de réflexion, à mon avis, tu dois connaître ce projet de recherche peut-être, qui est de créer des avocats qui seraient... entre guillemets salariés, mais qui ne seraient pas vraiment salariés, mais qui auraient un forfait fixe d'intervention pour ne faire que de l'aide juridique. Et donc ce serait l'idée de dire, voilà, vous ne devez plus justifier des procédures, parce qu'on parle des complications administratives au niveau de l'aide juridique, c'est terrible. Je dois dire que c'est devenu vraiment effarant. On doit avoir 250 000 documents. On m'a demandé des documents pour des gens qui étaient morts, qui devaient signer des attestations sur l'honneur. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah oui, mais vous n'aurez pas vos points. J'ai dit, bon, ben alors, je n'aurai pas mes points. Voilà, finalement, c'est pas possible. Ça devient vraiment ahurissant. On nous accuse aussi, en tant qu'avocat, de faire une fraude à la procédure, c'est-à-dire d'introduire tout le temps des procédures pour avoir plus de points. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est ce qu'on dit. Et donc, ça permettrait peut-être de lutter contre ça. Voilà, c'est peut-être un peu la réponse que je n'ai. Je n'ai pas de réponse catégorique par rapport à ça. C'est un problème dont on est conscient. Et comme je suis interpellée maintenant peut-être à chaque débat, peut-être que je vais soumettre ce cas à la commission justice de la Ligue pour voir si elle veut s'en emparer et peut-être adopter une position plus catégorique là-dessus. Alors, je voulais dire un petit mot sur la diversité dans la magistrature et je voulais raconter une anecdote, si tu ne m'en veux pas, parce que je ne sais plus du tout qui a posé cette question. C'était vous. Alors c'était en 2010, c'était un des premiers procès terroristes que moi j'avais fait, et c'était des jeunes qui étaient partis combattre en Afghanistan et qui avaient raconté, donc il y en avait qui étaient partis, il y en avait qui avaient tenté de partir, mais il y en avait qui étaient partis et qui avaient vraiment raconté leur périple et qui avaient voulu s'engager pour le djihad, et c'était notamment le procès de Malika El Haroud.
Et son deuxième mari, vous voyez que c'est Malika El Haroun, je suppose, cette grande figure du djihad. Son mari était encore en Afghanistan et c'était une histoire d'amour. Il y avait toute l'histoire, les messages qui s'échangeaient entre eux. Et j'avais même plaidé qu'il y avait un autre couple de jeunes là, qui étaient dans une relation incroyable. C'est que le djihad, c'était hyper glamour à ce moment-là. Bon, on était en 2010, mais je l'avais plaidé. Le djihad, c'est glamour. Et ces jeunes disaient dans la salle d'audience, il y en avait un qui était pas parti, mais qui dit, vous savez, moi, partir en Afghanistan, on m'en parle tout le temps dans la rue. On me le dit. Et je ne sais pas si vous avez vu la pièce Djihad, mais il raconte ça. Il dit partir, combattre sur les zones de djihad, c'est un truc dont on parle. Et le magistrat l'avait interpellé. Il dit, mais moi, je ne comprends pas. Moi, personne ne me propose d'aller combattre en Afghanistan. Mon Dieu. Ah bon? Oh mon Dieu! Incroyable. Et c'est un diplôme, ça? Oui. Non, c'est réel, hein, réel. C'est arrivé en vrai. C'est arrivé en vrai. Voilà. Sur le fait d'être titulaire de droit, mais peut-être que ça, je te laisserai répondre. Voilà. Alors, les deux cas. Donc, la perquisition des hébergeurs, je connais mieux. L'autre cas, c'est vous qui aviez posé cette question. Hein. Alors, ce cas de perquisition, ça nous a très fortement interpellés. Moi, ça m'a très fort interpellé à titre personnel. Ça m'a choqué. Je me dis que des gens qui, en fait, pallient au manque de l'État de fournir de l'accueil convenable à ces gens se retrouvent sous le coup d'une perquisition qui est menée de manière inadéquate et dans des conditions. Il faut savoir, une perquisition, c'est souvent menée de manière inadéquate et on a quand même pas mal de policiers qui se comportent comme des cow-boys. C'est un peu le cas, malheureusement. Donc, ça m'a un peu choquée. Maintenant, d'après les informations que j'ai pu avoir, qui étaient celles qui étaient dans la presse, donc tout ça est tout à fait public, j'étais mitigée par rapport à la réaction en termes de violation de droits humains. C'est-à-dire qu'on a un juge d'instruction qui a été saisi d'un dossier et qui a enquêté sur de la traite ou du trafic d'êtres humains. Et donc, alors, on peut trouver que ça n'est pas bien, mais aujourd'hui, en l'état actuel du droit, le fait d'aider quelqu'un à passer en Angleterre, c'est de la traite d'êtres humains. Donc voilà, ça c'est la réalité. On peut dire on devrait avoir la liberté de circulation. On peut être pour ça intellectuellement, mais voilà la réalité du droit pénal aujourd'hui. Et ce juge a enquêté sur des numéros de téléphone et a constaté que des cartes SIM qui étaient au nom de personnes domiciliées à tel et tel endroit étaient utilisées et revenaient. Il y a eu des écoutes téléphoniques. Et donc il a délivré des mandats de perquisition sur la base d'indices de culpabilité. Il a entendu ces personnes, il a constaté qu'elles n'étaient pas impliquées, qu'en réalité il s'agissait de cartes SIM qu'elles avaient achetées pour d'autres personnes qui étaient les migrants impliqués dans ce cas, et donc ces personnes n'ont pas été inculpées. Ce qui en soi est un processus relativement normal au niveau pénal. C'est-à-dire qu'on a un indice, et un indice, c'est bien ce que c'est un indice de culpabilité, ça veut dire j'ai un élément dans mon dossier qui me permet de croire que peut-être quelqu'un a commis une infraction, et je vais vérifier si cet indice se confirme. C'est interprétable quand même, non, un indice? Évidemment, mais franchement, c'est très rapide, quoi. Ça va très, très vite. Surtout pour un mandat de perquisition, c'est pas... Il y avait des conversations téléphoniques avec des cartes SIM qui attestaient le fait que ces numéros étaient utilisés pour du trafic d'êtres humains. Enfin, en tout cas, pour organiser des passages et pour faire passer des gens en Angleterre. Comme on dit, faire passer des gens en Angleterre. Alors, je trouve que le juge d'instruction... Alors, ça me choque que ces perquisitions aient été faites de manière un peu trop cow-boyesque, on va dire. C'est quelque chose de malheureusement trop fréquent. Et je peux vous dire que dans les dossiers hétéros, c'est à 4h30 qu'ils débarquent, ils ne sonnent pas, ils pètent la porte, ils mettent tout le monde à plat ventre. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas forcément normal. Maintenant, je pense que le juge n'a pas forcément mal agi. Et je suis pour que la figure du juge d'instruction reste une figure centrale dans l'enquête pénale. À titre personnel, et la Ligue est pour aussi d'ailleurs. Et donc je pense que, parce qu'on s'est dit, oui mais regardez, en plus, les hébergeurs n'ont pas été inculpés, on a donc fait ça que pour arrêter les migrants. Ben, non, il a fait ce qu'il devait en ne les inculpant pas. Il a mené son enquête, il s'est posé des questions. Il fait un mandat de perquisition, aujourd'hui les indices dans la jurisprudence aujourd'hui, ça ne doit pas être grand chose. Il n'a pas inculpé en levant ces indices. Donc ça ne me plaît pas parce que je trouve qu'il y a une inquiétude et que ça crée une forme d'inquiétude par rapport à la solidarité. J'aime pas ça, je trouve pas ça chouette. Mais je ne suis pas sûre qu'en termes de droits fondamentaux, on soit dans un moment où il y a eu un détournement de procédure ou un abus de procédure. C'est un juge d'instruction indépendant et impartial qui a pris cette décision-là et qui a agi après comme il devait le faire en n'inculpant pas. Voilà. L'autre, je pense que, enfin plus généralement, je pense que ça pose surtout des problèmes de dire qu'aujourd'hui,
c'est vrai que, vous savez, maintenant, il y a des gens qui hébergent des personnes depuis des mois et des semaines, et en fait, ils ont envie de les aider à passer en Angleterre parce qu'ils sont empathiques par rapport à leur situation. Donc, je pense que c'est plus le fait que aider à passer quelqu'un en Angleterre, même sans intérêt financier derrière, puisse être une complicité de trafic d'êtres humains. Voilà, ça c'est un peu plus large peut-être. L'autre dossier, j'avoue que je ne maîtrise pas tous les tenants aboutissants. J'aime pas tellement parler il faut toujours être très prudent quand on ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants. Donc, voilà, je ne vais pas trop me prononcer là-dessus. La différence entre la jurisprudence néerlandophone et francophone, oui, c'est un fait. On a deux justices, quand même un peu aujourd'hui déjà. En matière pénale aussi, on va souvent dire, inciter des gens qui parlent même un tout petit peu français à demander le changement de langue parce que, a priori, ça se passera quand même mieux côté francophone que côté néerlandophone, où les magistrats sont connus pour être plus répressifs. Ça, c'est une réalité de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, où on est en train d'essayer de scinder la justice. Voilà, j'ai sûrement été trop... Merci, parce qu'on a encore, comme ça je fais, c'est un rôle un peu chiant, mais 3-4 minutes chacune, 5 minutes chacune. D'accord. Non, moi je comptais réagir peut-être à ce qu'a évoqué monsieur là tout à l'heure. En rebondissant sur la question des moyens que j'ai évoquée tout à l'heure. Cette question des moyens, elle est vraiment difficile. Pour moi, elle est difficile pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'incontestablement, et d'ailleurs, je les ai malheureusement pas avec moi, donc je ne vais pas donner des chiffres précis, mais il y a en effet une diminution des moyens alloués à la justice d'une manière générale, en Belgique comme en France, etc. Donc il y a une diminution des moyens alloués à la justice, alors que précisément on est dans un contexte dans lequel on constate quand même qu'il y a une inflation judiciaire et une inflation pénale. Donc une inflation des affaires qui passent en justice et une inflation des sanctions qui font suite à certaines de ces affaires en matière pénale. Mais la question des moyens, pour moi, elle se pose quand même autrement, dans le sens où quand on prend le nombre d'infractions qui sont commises dans l'ensemble des registres possibles et imaginables, il est matériellement impossible de tout poursuivre. L'exemple le plus simple, c'est le code de la route. S'il fallait à tout instant pouvoir réprimer et poursuivre chaque fait qui est en contravention au code de la route, c'est matériellement impossible. Et donc ce qu'on constate, et ça c'est un fait, enfin, c'est ce que les criminologues constatent depuis longtemps, c'est que de toute façon en matière pénale, on ne peut jamais opérer que par sélection. C'est-à-dire qu'on doit choisir à un moment donné les faits que l'on va décider de poursuivre et ensuite de condamner. Et je trouve que c'est là-dedans que se noue, à mon avis, le cœur du problème, et le cœur du problème qu'on a évoqué par rapport à les enjeux de classe. Où est-ce qu'on met les moyens, quoi. Voilà, où est-ce qu'on met les moyens et qu'est-ce qu'on sélectionne. Et donc voilà, et ça, c'est ça la politique criminelle. C'est pour ça que je disais que cet élément est important. Et pour moi, elle est parfois plus importante que la loi. Parce que la loi pénale, elle réprime tout un ensemble de choses. Parfois, c'est légitime, parfois, on peut discuter. Mais voilà, la légitimité se discute, mais la légalité, elle ne se discute pas. Il y a dans un code et dans les lois spéciales une infinité de comportements qui sont considérés comme des délits, des contraventions, des infractions, etc. Et donc dans ce cas-là, à un moment donné, voilà, la police procède par sélection, la magistrature procède par sélection, et en Belgique, on a des instances dont l'objectif est de déterminer cette politique criminelle et de dire sur quoi, à un moment donné, on met l'attention. Donc pour moi, la question des moyens, elle est intrinsèquement liée à cette question-là. Parce que finalement, pour le coup, le budget de la justice, ok, il est peut-être trop faible, notamment au niveau des moyens, je dirais, par rapport au travail quotidien, l'informatisation, le matériel, les locaux, etc. Mais pour tout ce qui est quand même le temps qu'on passe à certains dossiers, le fait que l'on donne priorité à certaines choses, moi, je pense qu'on pourrait vraiment tout à fait allègrement ne pas poursuivre toute une série de choses. Ou considérer que ça ne constitue pas des priorités. Moi, j'ai longtemps travaillé sur la question des stupéfiants, qui reste pour moi une question vraiment très, très, très particulière, dans le sens où on a fait une dépénalisation
de facto, mais on a quand même maintenu dans la loi la possibilité de poursuivre. Et en fait, quand on regarde dans les faits, il y a quand même encore énormément de poursuites qui sont diligentées à l'égard de gens qui sont des consommateurs simples, au nom du fait qu'ils consomment des drogues dures et qui ne voient pas nécessairement toujours, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, leur consommation associée d'autres infractions. Voilà typiquement le type de problématiques sociales qui pourraient être, je ne dis pas que ce n'est pas un problème pour certaines personnes, mais qui pourraient être traitées autrement que dans la sphère juridique et judiciaire. Donc là, voilà, ce sont des choix qui sont opérés. On continue d'avoir des magistrats stupes, etc. Donc ça, ce sont des choix qui sont opérés. Il suffit de parler avec les gens qui sont à la cellule contentieux économique et financier, ils pleurent pour avoir des moyens, ils ne sont pas suffisamment nombreux. Donc la question pour moi des moyens, oui, elle peut se poser parce que, oui, on fait un constat, les moyens alloués à la justice diminuent au moment où précisément le recours à la justice augmente, ça pose question. Mais au-delà de ça, pour moi, la question principale, c'est celle de la politique criminelle. À quoi est-ce qu'on choisit d'allouer les moyens? Quelles sont les priorités? Qui les définit? Au nom de quoi? Etc. etc. Et là, il y a une multiplicité de paramètres qui rentrent en compte. La question des enjeux de classe, oui, mais ça n'est pas les seuls. Il y a aussi des choses techniques, il y a aussi il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Merci. Philippe Marie disait d'ailleurs dans son bouquin, là, Les enjeux contemporains de la prison, que si on enlève les usagers de drogue et les internés, donc les irresponsables mentaux, on vide... Quoi ? Énorme, oui. On vide, oui. plus ou moins 80% de la population carcérale, quoi. Donc cette question de choix est fondamentale. Manuel, je te donne la parole en dernier, avant une dernière petite joute. Oui, donc sur les stupéfiants, c'est évident, le problème des gens qui consomment des stupéfiants, c'est un problème médical, c'est un problème d'addiction, ça ne devrait pas être pénalisé et idéalement, il n'y aurait pas de vendeurs qui se servent juteusement dans les transactions si ce n'était pas pénalisé, hein. Si c'était libre. On l'a vu avec la prohibition aux États-Unis au début du siècle dernier, le fait de pénaliser, de prohiber, crée un marché en soi et donc un marché judiciaire et le curseur sur une partie particulière de la population. Donc ça, pour les stupéfiants, c'est vraiment 100% d'accord. Alors sur les inégalités, tout à l'heure on disait si vous êtes pauvre dans la mesure du possible, abstenez-vous. C'était dans une des joutes. Et en effet, Christine Mailly, qui est présidente du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, si vous n'avez jamais eu l'occasion de l'entendre, courez l'écouter. Elle explique à quel point les personnes démunies craignent d'aller en justice, craignent de franchir la porte d'un palais, d'aller à l'audience et donc de réclamer justice. Le plus souvent d'ailleurs, ils ne sont pas invités en justice, ils sont poursuivis et quand ils auraient des droits à défendre, ils y renoncent par peur que ce soit pire. Ils craignent la justice dans le côté qui va les broyer et qui va trouver chez eux des choses encore à casser ou qui leur permettraient d'être stigmatisés. L'indépendance des avocats, qu'est-ce que c'est que l'indépendance? C'est comme les juges. L'indépendance, c'est la garantie qui est donnée à l'usager, pas à l'avocat ni au juge, mais à l'usager, de ce qu'il n'y aura pas de pression sur le travail de la personne à qui il s'adresse. Donc l'avocat, on vous l'a dit, Olivia l'a redit, son job, c'est un peu de fighter, de s'opposer, de questionner, de défendre face à un État, une banque, une compagnie d'assurance, que sais-je, un époux, un employeur. Donc s'il y a une possibilité de pression via un contrat de travail ou via d'autres possibilités, parce qu'il est question maintenant que les avocats puissent s'associer pour rebondir, un mot du nouveau monde, la possibilité de s'associer avec des notaires ou avec des compagnies d'assurance, et donc à ce moment-là, ils seraient plus à l'aise, sauf qu'évidemment, l'avocat qui est là pour défendre le pire d'entre nous, lequel témoigne du pire en nous, cet avocat-là ne sera pas soutenu par son associé, compagnie d'assurance ou notaire, parce que s'il faut défendre demain tel djihadiste ou tel pédophile, c'est évident que ça nuira à l'image de l'association et que l'associé qui aura amené de l'argent dans la société fera comme ça et dira non, celui-là, non. Et j'ai un exemple, mais je n'ai pas assez de temps. Donc l'indépendance, c'est l'absence de pression. Donc c'est à mon sens totalement incompatible avec un système comme celui dans lequel nous vivons, où on ne peut pas envisager sérieusement un salariat, encore moins un salariat vis-à-vis de l'État belge. Parce qu'il a été question
qu'en matière de migrants, par exemple, on délègue une série d'avocats qui auraient un contrat de travail avec l'État belge. Il est évident que l'État belge, à un moment, si c'était au Franken qui s'en occupe, va un peu, il y aura des petites possibilités je ne sais pas, de pression sur ces avocats-là. Diversité, ça c'est un problème, c'est endémique. Vous noterez toutefois qu'il y a beaucoup de femmes dans la magistrature. On a franchi la barre des 50%. Alors, oui, mais en termes de... Oui, mais enfin, il y a des femmes. Il y a beaucoup de femmes, mais je vais venir tout de suite au reste. Mais enfin, c'était avant une profession tenue véritablement par les propriétaires qui étaient les hommes blancs, hétérosexuels, etc. Donc, il y a quand même maintenant, on a franchi la barre des 50%, et il y a des gens encore pour dire que c'est la preuve d'un affaiblissement de l'institution en tant que telle, comme l'enseignement du jour où les femmes l'ont emporté dans le fait d'enseigner. Alors, par contre, la vraie diversité, pour faire bref, celle qui ferait qu'on aurait un vrai... C'est comme dans la presse, en effet. Alors, ça, on ne peut pas mettre des quotas, on doit attendre. Moi, je suis personnellement une immigrée de la seconde génération. Ben, voilà, je suis juge, hein, pas non plus, voilà. Mais donc, ça va venir, à un moment, ça va venir. J'ai 2 collègues en région francophone qui sont d'origine maghrébine. Donc, ça vient, c'est lent. Évidemment, en fonction des tranches de migration, c'est lent. Mais alors, par contre, là où on peut jouer, c'est sur la formation et sur les stages. Donc, il faut absolument que les magistrats aient une formation en sociologie. Et j'entends aussi qu'on pourrait imposer une formation, un stage en prison, qu'un juge correctionnel, quand il met 3 ans ou que parfois il monte dans les tours et qu'il tape 7 ans à des gens comme ça qui parfois n'ont pas d'antécédents, ben, s'il est allé passer, s'il a fait ne fût-ce qu'un stage de 6 mois en prison, il verra un peu ce qu'il en est. La prison, ça n'est pas que la privation de liberté. La Belgique a aussi été condamnée à plusieurs reprises pour traitement inhumain et dégradant du fait des conditions de l'enfermement. Donc le stage, c'est... Alors, savoir aussi que la prison, bon, personnellement, je suis abolitionniste, la prison, c'est 50 000 € par an et par détenu. Et c'est décrit, alors vraiment, la criminologue que tu es pourra le confirmer, c'est le moins sûr moyen d'obtenir un reclassement de la personne. C'est le plus haut taux de récidive est observé après la prison. Donc vraiment, abandonner la prison. Et d'ailleurs, il y a des pays qui enferment de moins en moins. Les Pays-Bas qui nous louent des prisons. Et la Suède, enfin, il y a un tas de pays qui ont renoncé. Et alors, on impose aux juges des quotas en deçà desquels, au-dessus desquels il ne peut plus enfermer. Donc, il y a moyen d'en sortir. Hein. Alors, un dernier point, mais ça c'est quand même assez important, sur la justice civile et la justice pénale. Donc, en effet, c'est décrit, c'est pas seulement en matière de justice, tout ce qui concerne les services publics aux purs citoyens, entre citoyens, va vers c'est la peau de chagrin. Donc, les États désertent ces communs-là. Et donc, ce n'est pas pour rien que la justice civile devient inaccessible aux citoyens. Elle est barrée par les prix, les taxes, mais elle est barrée aussi par la procédure. Ça, c'est sous ce gouvernement-ci que ça s'est fait de manière décomplexée. Le ministre de la Justice actuel a dit, a revendiqué d'avoir pour objectif politique de réduire l'input. Donc l'input, ce sont des gens, des citoyens qui ont un besoin de justice. On appelle ça l'input. Et donc la justice civile, et alors depuis 2 ans par contre, l'input a baissé objectivement dans tous les arrondissements, et en civil et en correctionnel aussi. Pourquoi? Alors, donc, le paradoxe de la Belgique, mais ce n'est pas qu'en Belgique, le paradoxe de nos post-démocraties, c'est qu'il n'y a plus d'accès à la justice civile, donc il n'y a plus de justice civile pour les citoyens, mais alors que la justice pénale ne se concentre que sur les démunis et la petite classe moyenne, en laissant tranquilles les nantis, les puissants et la délinquance, pour faire bref, économique et financière. Alors on peut ne pas y voir, on peut se refuser d'y voir un complot. Je n'ai pas le temps, mais je vous passe les détails techniques. Mais quand on accumule tous les éléments objectifs, la suppression de tel service spécialiste de la question financière, la suppression de tel budget, le fait qu'il n'y a pas d'experts, le fait qu'on n'a pas dans les polices les experts comptables qu'on avait précédemment, le fait qu'on a les polices comme la magistrature dans cette matière-là étant sous-effectif chronique, eh bien, à un moment, on se demande quand même s'il n'y a pas une petite intention derrière, en tout cas de laisser moisir le secteur et d'arriver, de toute façon, une fois que ça arrive devant le tribunal, ça a mis tellement de temps qu'on est quasi à la prescription. Là, c'est la 16e chambre, la Cour d'appel de Bruxelles, ou la 14e, qui ne traite plus que des intérêts civils d'anciens matières. Donc, et ça, c'est un phénomène général, comme celui qui vise à assécher la justice, la rendre impuissante un peu partout,
avec des exécutifs en pleine excroissance dans les démocratures ou les démocraties libérales, Hongrie, Pologne, Turquie, enfin, où l'exécutif a pris des proportions dingues. Dans le même temps, la justice pénale a cessé d'inquiéter les nantis. Et donc on se retrouve un peu dans la dystopie dont parlait un philosophe de l'ULB, Julien Pierret, à savoir que il n'y a plus de commun, il n'y a plus de service public au profit des citoyens, et le service public justice se réduit en quelque sorte à régler l'ordre public pour empêcher les incivilités des démunis, bref, des pauvres. Et donc on est vraiment un peu... donc vous n'avez presque plus de juges, et la seule police qui reste, ou l'armée, hein, parce qu'il y a aussi le pouvoir de l'armée qui peut par moment remplacer la police, vise à en fait maintenir un ordre apparent et à casser les initiatives. Alors, une dernière remarque, c'est sur le droit. En effet, le droit peut-être, la puissance du droit peut être questionnée, mais on voit émerger partout plein de fulgurances juridiques qui ne disent pas leur nom, mais par exemple la ZAD est décrite très souvent par des scientifiques à la pointe de la sociologie et du droit comme une émergence d'une production normative. Et donc, ce que je dis à propos des visites domiciliaires, le fait que c'est la société civile est intervenue dans le processus législatif, bien sûr, par défaut, en empêchant le processus, mais enfin, c'est une force d'opposition, en somme, que ne joue plus le Parlement. Et ça, il faut y aller. Pareil pour la suppression du juge d'instruction. Les associations ont vraiment travaillé là-dessus, fait du bruit, rouspété, et c'est pour le moment au point mort. Voilà. C'est absolument parfait, ta conclusion, parce qu'elle va très très bien. Elle va parfaitement bien avec la dernière joute verbale qui traite justement la question de l'obéissance et de la désobéissance civile. Et donc, on aime bien, nous, en fin de débat, quand même, venir avec quelques pistes. Ça sera peut-être une piste, cette question de désobéissance civile. Bruno, tu peux aller assez rapidement parce qu'on est un tout petit peu en retard. Donc voilà, j'introduirai cette troisième et dernière joute verbale en vous demandant si le mot « loi » vous inspire le sourire, la liberté, l'optimisme et le contentement de vivre dans un pays où les lois sont bien faites. Face à une loi, le principe de base, en démocratie du moins, c'est de se dire que c'est la garantie contre la tyrannie, vu que les lois ont été décidées démocratiquement. À l'inverse, si les lois sont mal faites, on peut être tenté, non pas de les contester par le système politique en place, mais tout simplement d'y désobéir. C'est la question que les deux jouteuses vont traiter maintenant. Face à une loi que l'on considère comme injuste, faut-il lui obéir ? Je pense que les lois sont là pour une raison. Je pense que les lois ont une histoire. Et je pense surtout qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans une société démocratique et de bénéficier de la liberté d'expression, ce qui nous permet de faire passer notre contestation par des moyens légaux, tels que le vote, la manifestation, la grève. Donc je pense que ce serait très dangereux d'encourager les personnes à, plutôt que de recourir à leurs droits de citoyens, à aller à l'encontre de ces lois pour manifester leur mécontentement. Je pense qu'une fois qu'on encourage ça, c'est difficile d'établir des limites. Évidemment, si c'est quelque chose comme un graffiti ou verser un peu de peinture sur la tête de la statue de Léopold II, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas très grave. Mais après, quand on arrive dans des cas plus extrêmes, comme par exemple ce scientifique de l'intelligence artificielle aux États-Unis qui a commencé à envoyer des colis piégés à ses ex-collègues parce qu'il était persuadé que l'intelligence artificielle allait signer la fin de l'humanité, la cause est noble, mais les moyens sont plus qu'effrayants. Eh bien, moi, j'ai envie de te répondre, Sarah. La réelle question, c'est quelle est l'efficacité que garantit justement les moyens qui sont mis à notre disposition pour manifester notre mécontentement? Parce que c'est vrai que donc il y a les grèves, comme tu as pu citer, il y a la manifestation, des pétitions, etc. Mais quels sont leurs impacts réels? Parce que si maintenant l'impact réel n'est pas
n'est pas nécessairement, n'est pas vraiment perçu par les personnes qui sont à l'initiative, c'est justement une des raisons pour lesquelles on tend vers des excès. Donc, réellement, à un certain moment, il faut accepter qu'on veuille aller plus loin que les limites qu'on nous donne pour pouvoir agir, tout simplement parce que nous sommes des sujets et nous sommes les objets du droit et que le droit ne peut pas se permettre d'avancer sans nous, les citoyens. Donc, à partir du moment où nous ne sommes pas entendus, nous sommes obligés d'aller plus loin. Waouh, waouh, waouh. Bon, je crois que vous êtes engagés pour les futures éditions du festival. Ça me semble assez clair. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi d'autres moyens de lutter. Il y a les manifs, la désobéissance civile, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a le tam-tam, toute autre chose, Manuela. Voilà, nous on est assez fiers d'être à l'initiative d'un projet qui nous tient fort à cœur, Cédric et moi, qui est dans la salle, qui est le Génépi. Et donc, je vais juste donner la parole à Camille pour nous expliquer en 2 mots ce que c'est. Et c'est au fait une possibilité pour des jeunes étudiants et d'autres de s'intéresser à la question carcérale. Tu peux aller là-bas, à la barre, s'il te plaît. Bonsoir, du coup moi c'est Camille et je fais partie donc du Génépi Belgique, qui est une association en fait qui milite pour le décloisonnement des prisons, c'est-à-dire on fait de la sensibilisation auprès de divers publics, que ce soit universitaires ou dans les écoles et la population en général, sur voilà, ce que c'est la prison, qui va en prison, pourquoi on va en prison, ce genre de questions. Et à côté de ça on fait aussi des interventions en prison, des ateliers. Voilà, et tout ça en fait on le fait avec aussi une formation à côté à l'intervention sociale en prison, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise pour aller en prison quand on ne connaît pas ou même quand on connaît parfois, et donc du coup à côté de ça il y a une formation qui est proposée. Voilà, donc du coup pour être rapide, donc juste là vous avez des petits flyers avec l'adresse mail, le site et le Facebook, voilà, si vous voulez aller voir. Merci beaucoup Camille. Bienvenue au Génépi. Et alors, il y a Médor, qui est un des partenaires du festival, qui a fait un très beau portrait de Manuela. Et en fait, il vous offre, en sortant, il vous offre un des numéros avec le portrait de Manuela Cadelli. C'est la surprise du jour. Donc on remercie Médor pour ça. Voilà. Et voilà, on va conclure. Je voudrais remercier chaleureusement Zine TV, l'équipe technique, le public. Je le trouve très attentif ce soir, malgré l'heure. Parce qu'après quelques débats, on commence à sentir un peu le public, ça je vous assure. Voilà. Et alors surtout mon trio de choc. Voilà, je ne suis pas déçue. Je trouve que vous avez été très très complémentaires. Vous avez abordé beaucoup de choses avec beaucoup de pédagogie et je vous en remercie beaucoup.